Elle s'est arrêtée devant le cheval que personne ne voulait. Quand elle a levé la pancarte avec le numéro, tout le monde a ri, jusqu'à ce que le vieux palefrenier tombe à genoux et crie qui elle était vraiment. L'aube pointait à peine lorsque Marguerite Dufresne ouvrit les yeux dans l'étroite couchette de sa caravane. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux colorés, dessinant des motifs dansants sur les murs de bois usés. D'un geste devenu rituel, sa main chercha sous l'oreiller le médaillon de bronze que lui avait légué sa grand-mère, un cheval au galop, figé dans l'éternité du métal terni. Les yeux des chevaux parlent, petite, lui murmurait souvent Esmeralda de sa voix rauque teintée d'accent. C'est un don rare qui coule dans notre sang. Apprends à écouter ce qu'ils ne peuvent pas dire. Ces paroles résonnaient dans sa mémoire tandis qu'elle serrait le médaillon contre sa poitrine. 1 an déjà qu'Esmeralda avait quitté ce monde, emportant avec elle la sagesse ancestrale des Romani et laissant Marguerite, à 23 ans à peine, porter le poids de la survie familiale. La jeune femme s'habilla rapidement, choisissant des vêtements sobres qui n'attireraient pas l'attention. Une chemise bleu foncé sans ornement et un pantalon noir bien loin des tenues colorées que sa communauté affectionnait. Aujourd'hui, elle devait se fondre dans la masse, devenir invisible comme elle avait appris à le faire depuis l'enfance. Le campement s'éveillait lentement. Entre les caravanes aux façades écaillées par les intempéries, quelques femmes allumaient déjà des feux pour préparer le café matinal. Tante Mathilde, qui l'avait prise sous son aile après la mort d'Esmeralda, l'intercepta avant qu'elle n'atteigne la route. « Tu es sûre de vouloir partir si loin, Marguerite ? Ces gens-là ne nous aiment pas. »« Ce n'est pas une question d'aimer, ma tante. C'est une question de manger, » répondit doucement Marguerite en ajustant la petite valise qu'elle portait. Le haras du pain paie bien pour le l'élan équestre de Deauville. Nous avons besoin de cet argent. Sa tante hocha la tête avec résignation. La semaine précédente, des représentants de la municipalité étaient venus, une fois de plus, menacer de déplacer le campement. Les petits travaux saisonniers qui faisaient vivre la communauté se raréfiaient. Même les plus fiers reconnaissaient que la situation devenait intenable. Le trajet en train jusqu'à Deauville fut une épreuve en soi. Installée dans un compartiment de seconde classe, Marguerite sentait peser sur elle les regards méfiants des autres voyageurs. Une femme serra son sac à main contre elle lorsque la jeune Romani s'assit à ses côtés. Un homme changea discrètement de place. Ces micro-agressions, Marguerite les connaissait par cœur. La danse silencieuse du préjugé, la chorégraphie quotidienne de l'exclusion. À mesure que le train traversait la campagne normande, le paysage se transformait. Les collines verdoyantes cédèrent la place aux élégantes stations balnéaires, jusqu'à ce que Deauville apparaisse enfin, avec ses villas belle époque et ses promenades en bois bordant la plage. Le contraste avec son campement frappa Marguerite de plein fouet lorsqu'elle descendit sur le quai. Ici, tout respirait l'opulence discrète. Les voitures luxueuses, les boutiques aux devantures soignées, les femmes aux tenues impeccables promenant des chiens parfaitement toilettés. Un monde parallèle au sien, à seulement quelques heures de train. Elle suivit scrupuleusement les indications qu'on lui avait envoyées par courrier. Le haras du Pin se trouvait légèrement à l'écart de la ville, niché dans un écrin de verdure. Lorsqu'elle franchit les imposantes grilles en fer forgé, Marguerite ne put retenir un souffle d'admiration. L'établissement, avec ses bâtiments en pierre de taille et ses cours pavés impeccablement entretenus, ressemblait davantage à un château qu'à un centre équestre. « Vous êtes » l'interpella sèchement un homme trapu à la moustache grisonnante, surgissant d'une écurie. « Marguerite Dufresne, on m'a embauché pour le Lélaon, pour la vente aux enchères », se corrigea-t-elle rapidement, consciente que le mot portugais qu'utilisait sa grand-mère n'avait pas sa place ici. L'homme la toisa des pieds à la tête. « Ah oui, la fille envoyée par l'agence d'intérim. Je suis Renaud, le contremaître. » Son ton indiquait clairement qu'il n'attendait pas grand-chose d'elle. « Suis-moi. Tu commences immédiatement. » Sans plus de cérémonie, Renaud la conduisit vers les écuries, lui montrant rapidement les installations, tout en énumérant une liste interminable de règles et d'interdictions. « Tu nettoieras les boxes du secteur Est. Tu ne t'approcheras pas des chevaux de valeur sans autorisation. Et surtout, sa voix se fit plus grave, tu éviteras l'écurie numéro 7. L'animal qui s'y trouve est un cas désespéré. » Un cas désespéré ne put s'empêcher de demander Marguerite. « Tempête noire, » répondit Renaud avec une grimace. « Un pur sang arabe qui a servi en Syrie, revenu complètement fou.
a déjà envoyé 3 palefreniers à l'hôpital. Le comte de Montmorency essaie de s'en débarrasser aux enchères. Marguerite acquiesça silencieusement, mais quelque chose dans la description de ce cheval éveilla sa curiosité. Sa grand-mère lui avait toujours enseigné qu'il n'existait pas d'animaux fous, seulement des êtres incompris, portant des blessures invisibles. L'après-midi passa rapidement, entre le nettoyage des box et la découverte des routines du haras. Marguerite travaillait méthodiquement, s'efforçant de rester discrète tout en observant attentivement son nouvel environnement. Les autres employés l'ignoraient pour la plupart, échangeant parfois des regards entendus lorsqu'elle passait près d'eux. Elle nettoyait un box proche de l'aile principale lorsqu'un groupe d'hommes élégamment vêtus fit son apparition. Au centre, un homme d'une 50aine d'années au port altier dominait la conversation. « Un véritable gâchis de sang noble », déclara-t-il à ses compagnons tandis qu'ils inspectaient un étalon à la robe luisante. « Mais les affaires sont les affaires. Ce qui ne sert plus doit être éliminé. » Marguerite se figea, la fourche à la main. La désinvolture avec laquelle cet homme parlait d'un animal comme d'une marchandise défectueuse la heurta profondément. Combien de fois avait-elle entendu des phrases similaires concernant sa propre communauté? « Monsieur le comte, intervint Renaud, qui accompagnait le groupe. Voici les installations rénovées pour les chevaux de présentation. » Le comte de Montmorency, car c'était lui, jeta un regard distrait vers Marguerite avant de poursuivre sa visite, comme si elle n'était qu'un élément du décor, aussi insignifiante que les seaux et les brosses alignés contre le mur. La journée s'étira encore longuement. Lorsque le soleil commença à décliner, la plupart des employés se retirèrent vers les logements du personnel, laissant le haras dans un silence uniquement troublé par les bruits occasionnels des chevaux dans leur box. Marguerite, épuisée mais incapable de trouver le sommeil dans le dortoir impersonnel qui lui avait été assigné, décida de faire une dernière promenade. L'air frais de la nuit normande apaisait ses pensées tandis qu'elle déambulait entre les bâtiments silencieux. Ses pas la menèrent instinctivement vers l'aile isolée où se trouvait l'écurie numéro 7. Un panneau rouge vif apposé sur la porte avertissait en lettres capitales « Danger, animal agressif ». De l'autre côté, elle pouvait entendre le bruit inquiet de sabots frappant nerveusement le sol. « Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir ?» murmura-t-elle en français, sans attendre de réponse. Le bruit des sabots cessa brusquement. Poussée par une curiosité qu'elle ne s'expliquait pas, Marguerite entr'ouvrit légèrement la porte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Dans la pénombre à peine éclairée par un rayon de lune filtrant à travers une petite fenêtre, 2 yeux intenses l'observaient. Ce n'était pas la fureur destructrice qu'on lui avait décrite, mais une vigilance teintée d'une peur palpable. Tempête Noire se tenait au fond de son box, les oreilles dressées vers l'avant, tous ses muscles tendus comme prêts à bondir. Sa robe noire, comme l'encre, portait plusieurs cicatrices, visibles même dans l'obscurité. L'une d'elles, particulièrement prononcée, barrait son flanc droit. « Ils ne te comprennent pas, n'est-ce pas ?» continua Marguerite, gardant sa voix basse et mélodieuse. « Ils pensent que tu es en colère, mais tu as juste peur. » À sa grande surprise, le cheval demeura immobile, les oreilles pointées dans sa direction, comme s'il écoutait attentivement. Encouragée par cette réaction, Marguerite commença à fredonner doucement une ancienne chanson romanie que sa grand-mère lui chantait, une mélodie qui parlait de liberté et d'horizons lointains. Ce qui se produisit ensuite la stupéfia. Tempête Noire, l'animal que tous craignaient, s'approcha lentement de la porte. Arrivé à environ 1 mètre de distance, il baissa légèrement la tête tout en maintenant son regard fixé sur elle. Marguerite reconnut immédiatement cette expression. C'était la même qu'elle voyait quotidiennement sur les visages de son campement. Le regard de celui qui a appris à se méfier, de celui qui a été trop souvent blessé pour croire. « Toi et moi, nous nous ressemblons plus qu'il ne l'imagine », chuchota-t-elle. « Qu'est-ce que vous faites là ?» La voix cinglante de Renaud brisa l'instant. « Éloignez-vous immédiatement de cet animal !» Marguerite recula en balbutiant des excuses, mais pas avant d'avoir remarqué quelque chose d'extraordinaire. Tempête Noire n'avait pas réagi par la panique habituelle à l'arrivée brusque du contremaître. Au contraire, l'animal était resté près de la porte, son regard toujours connecté au sien. « Cette gitane est folle », entendit-elle Renaud commenter auprès des autres palefreniers le lendemain matin. « Je l'ai trouvée en train de parler au démon noir comme s'il s'agissait d'un petit chien.
Elle n'a été épargnée que par chance. Les rires fusèrent dans l'écurie, mais Marguerite les entendait à peine. Dans son esprit persistait l'image de ses yeux profonds et cet instant fugace, où, pour la première fois depuis son arrivée à Deauville, elle ne s'était pas sentie seule. Elle avait trouvé quelqu'un d'aussi marginalisé et incompris qu'elle-même. Dans son esprit persistait l'image de ses yeux profonds et cet instant fugace, où, pour la première fois depuis son arrivée à Deauville, elle ne s'était pas sentie seule. Elle avait trouvé quelqu'un d'aussi marginalisé et incompris qu'elle-même. Les jours qui suivirent cette première rencontre, Marguerite développa une stratégie discrète pour retourner auprès de Tempête Noire. Elle observait attentivement les routines du haras, notant mentalement les moments où l'attention des autres palefreniers se relâchait. Le matin très tôt, pendant la pause déjeuner, et parfois tard le soir, de précieuses minutes volées où elle pouvait s'approcher de l'écurie numéro 7 sans éveiller les soupçons. Contrairement aux méthodes brutales qu'elle avait observées chez les autres employés, cordes serrées, morts sévères et cravaches menaçantes, Marguerite n'apportait rien d'autre que sa présence. Le troisième jour, elle s'installa silencieusement sur un petit tabouret à quelques mètres de la porte du box, un livre usé de Victor Hugo trouvé dans la modeste bibliothèque du personnel entre les mains. « Les contemplations », murmura-t-elle doucement, sentant le regard méfiant de Tempête Noire suivre chacun de ses mouvements. Ma grand-mère disait que la poésie parle directement à l'âme, sans besoin de comprendre les mots. Elle commença à lire à voix basse, laissant les vers mélodieux emplir l'espace entre eux. Au début, le cheval restait au fond de son box, les oreilles dressées, mais le corps tendu, prêt à bondir au moindre mouvement suspect. Peu à peu, au fil des minutes, Marguerite remarqua un léger relâchement dans sa posture. « Ma grand-mère disait que le mœurs est comme un nœud », expliqua-t-elle en refermant doucement le livre après quelques poèmes. « Plus on tire dessus avec force, plus il se resserre. Il faut de la patience pour le défaire. » Les yeux de Tempête Noire ne la quittaient pas, brillant d'une intelligence que les autres refusaient de voir derrière sa réputation de démon noir. Chaque jour, Marguerite revenait, parfois pour quelques minutes seulement, parfois pour une heure entière lorsque ses tâches le lui permettaient. Tantôt elle lisait, tantôt elle fredonnait de vieilles mélodies romanies, ou simplement restait en silence, partageant l'espace sans exigence. Le 5e jour marqua un tournant. Alors qu'elle s'asseyait à sa place habituelle, Marguerite sortit une pomme de sa poche. D'un geste lent, elle la coupa en quartiers avec son petit couteau de poche. « C'est pour toi », dit-elle en tendant un morceau entre les barreaux du box. « Si tu en veux. » Tempête Noire observa le fruit, les naseaux frémissants. Les autres palefreniers lui avaient raconté comment l'animal avait violemment rejeté toute nourriture offerte par la main humaine depuis son retour de Syrie. Marguerite resta immobile, le bras tendu, sans forcer la rencontre. Après ce qui sembla une éternité, le magnifique étalon s'approcha avec une prudence extrême. Ses pas étaient mesurés, comme s'il marchait sur un sol instable. À quelques centimètres de sa main, il s'arrêta, inspira profondément l'odeur du fruit, puis, dans un geste d'une délicatesse surprenante pour un animal de cette taille, prit délicatement le morceau de pomme entre ses lèvres. Le cœur de Marguerite bondit dans sa poitrine, mais elle maintint une calme extérieure, sachant instinctivement que toute explosion d'enthousiasme briserait ce moment fragile de confiance. Ce fut ce matin-là que Jean-Pierre Lacroix, un vieil homme aux épaules voûtées et aux mains noueuses par des décennies de travail avec les chevaux, remarqua leur interaction. Il s'approcha silencieusement, observant la scène de loin. « Le démon noir est calme quand tu es près de lui », commenta-t-il lorsque Marguerite quitta finalement le box. « C'est rare. » Elle sursauta, ne l'ayant pas entendu approcher. « Il n'est pas un démon », répondit-elle avec une assurance tranquille. « Il a juste vu trop de choses pendant la guerre. » Le vieil homme la dévisagea avec un intérêt renouvelé. « Comment sais-tu qu'il a fait la guerre ?» Ses yeux racontent des histoires. Ma grand-mère m'a appris à les lire. Jean-Pierre semblait soudain troublé. Il s'appuya plus lourdement sur sa canne, scrutant intensément le visage de la jeune femme. « Ta grand-mère serait-elle Esmeralda Dufresne ?» La question figea Marguerite sur place. « Vous connaissiez ma grand-mère » Un sourire nostalgique illumina le visage ridé du vieil homme. Tout véritable connaisseur de chevaux en France a entendu parler d'Esmeralda Dufresne.
Pendant l'occupation allemande, quand les nazis réquisitionnaient les meilleurs chevaux des haras français, c'est elle qui a réussi à calmer les animaux devenus fous de terreur après les bombardements. Certains disaient qu'elle parlait leur langue. Cette révélation stupéfia Marguerite. Jamais sa grand-mère n'avait mentionné cette histoire, se contentant d'évoquer vaguement qu'elle avait aidé quelques chevaux pendant la guerre. Une part de son passé s'éclairait soudain d'une lumière nouvelle. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée du comte de Montmorency, qui venait inspecter les préparatifs pour les enchères imminentes. Entouré d'un petit groupe d'aristocrates, il avançait dans l'allée principale comme un roi visitant ses terres. « Comment se porte mon problème à quatre pattes » demanda-t-il à Jean-Pierre, ignorant totalement la présence de Marguerite. « Plus calme ces derniers jours, monsieur le comte » répondit le vieux palefrenier avec une déférence teintée de réserve. « Excellent. Peut-être obtiendrons-nous un prix minimalement décent, après tout. » Ses yeux tombèrent finalement sur Marguerite. « Que fait cette personne si près de mon cheval ?»« Elle nettoie simplement les box, monsieur, » s'empressa d'expliquer Jean-Pierre. La jeune fille a des mains habiles pour le travail. L'aristocrate examina Marguerite avec un mépris évident. Maintenez les gitans loin des animaux de valeur, la croix. Permettre à une bohémienne de contaminer un pur sang arabe, c'est comme jeter des perles au pourceau. Les mots cinglèrent en l'air comme des coups de fouet, mais Marguerite garda les yeux baissés, feignant la soumission jusqu'à ce que le comte s'éloigne. Dans son box, Tempête Noire s'agita visiblement, réagissant à la tension ambiante. « Ignore-le », chuchota Jean-Pierre quand ils se retrouvèrent seuls. Des hommes comme lui ne voient de valeur que dans les papiers de lignée. Ils ne comprennent rien à la vraie nature des chevaux. À partir de ce jour, le vieux palefrenier devint le complice silencieux de Marguerite. Tandis que les autres employés se moquaient de la gitane folle qui croit parler aux chevaux, Jean-Pierre trouvait des moyens de lui confier des tâches à proximité de l'écurie numéro 7 et, plus important encore, commença à lui permettre d'y accéder pendant la nuit, quand personne d'autre n'était présent. Ce fut lors d'une de ces visites nocturnes que se produisit la première véritable percée. Marguerite avait apporté le médaillon de bronze de sa grand-mère et le balançait doucement devant la grille, racontant à Tempête Noire les origines romanies de sa famille, leurs voyages à travers l'Europe, les traditions préservées à travers les générations. « Nous sommes nomades par choix et par nécessité », expliquait-elle, la lueur d'une lampe tempête projetant des ombres dansantes sur les murs du box. « Quand un endroit devient trop hostile, nous poursuivons notre route. La liberté est dans le mouvement, pas dans l'enfermement. » Comme s'il comprenait chaque mot, le majestueux animal s'approcha de la grille et, pour la première fois, tendit ses naseaux à travers les barreaux. Marguerite demeura immobile, retenant sa respiration, tandis qu'il humait curieusement sa main. Puis, dans un geste qui fit monter les larmes aux yeux de la jeune femme, Tempête Noire inclina la tête et toucha doucement ses doigts de son museau velouté. « C'est incroyable », murmura Jean-Pierre, qui observait silencieusement depuis l'entrée de l'écurie. « En 40 ans à travailler avec des chevaux, jamais je n'ai vu un animal traumatisé retrouver confiance aussi rapidement. » Dans les jours qui suivirent, la transformation devint impossible à ignorer. Tempête Noire montrait encore de la nervosité quand des étrangers s'approchaient, mais il permettait à Marguerite d'entrer dans son box et même de le brosser délicatement. Les autres palefreniers observaient avec stupéfaction, tandis que la nouvelle du miracle de la gitane commençait à circuler discrètement parmi le personnel du haras. Le comte lui-même ne put s'empêcher de remarquer le changement lorsque, durant une démonstration pour des acheteurs potentiels, Tempête Noire, qui auparavant devait être sédaté pour simplement quitter son box, permit à Marguerite de le conduire dans la cour avec seulement une longe légère. « Comment avez-vous réussi à le dompter » demanda l'aristocrate, visiblement impressionné malgré son dédain. « Je ne l'ai pas dompté, monsieur », répondit simplement Marguerite. « Je l'ai écouté. » Le comte fronça les sourcils, partagé entre l'irritante énigme de cette réponse et la soudaine prise de conscience que la valeur de son investissement raté pourrait être considérablement plus élevée que prévu. Ses yeux calculateurs observèrent la facilité avec laquelle l'animal suivait la jeune gitane. « Vous serez peut-être utile le jour des enchères », décida-t-il brusquement. « L'animal devra être calme pour la présentation. » La veille du grand événement, alors qu'elle préparait Tempête Noire pour le lendemain,
Marguerite sentit une inquiétude grandissante l'envahir. Pendant des semaines, elle s'était concentrée uniquement sur la conquête de la confiance de l'animal, sans penser à ce qui arriverait ensuite. Maintenant, elle affrontait la réalité. Demain, cet être qui était devenu son confident silencieux serait vendu au plus offrant. « Je m'étais promis de ne pas m'attacher », confia-t-elle au vieux Jean-Pierre tandis qu'ils observaient Tempête Noire reposer paisiblement dans son box, chose impensable quelques semaines plus tôt. « Certaines rencontres sont prédestinées, petite », répondit le palefrenier, utilisant affectueusement le même surnom que sa grand-mère lui donnait. « Ta grand-mère disait souvent que lorsqu'un cheval choisit un humain, il n'y a ni papier ni argent qui puisse défaire ce lien. » Cette nuit-là, Marguerite ne parvint pas à trouver le sommeil. Dans son esprit se formait un plan absurde, presque impossible. Elle compta ses économies, les maigres francs qu'elle avait réussi à mettre de côté pendant des semaines de labeur acharné. C'était une somme dérisoire comparée à la valeur d'un pur sang arabe, même problématique. Pourtant, quand elle s'endormit enfin aux premières heures du matin, sa dernière pensée fut l'image de Tempête Noire galopant librement à travers champs ouverts, loin des souvenirs de guerre, avec elle à ses côtés. Pourtant, quand elle s'endormit enfin aux premières heures du matin, sa dernière pensée fut l'image de Tempête Noire galopant librement à travers champs ouverts, loin des souvenirs de guerre, avec elle à ses côtés. Le grand salon des enchères de Deauville étincelait sous les lustres en cristal, projetant une lumière dorée sur une foule élégante. Marguerite, figée à l'entrée, sentit immédiatement le fossé qui la séparait de ce monde. Son unique robe présentable, un modèle bleu marine ayant appartenu à sa grand-mère, paraissait terriblement ordinaire parmi les toilettes haute couture et les costumes sur mesure. Aristocrate, éleveur renommé et investisseur du monde équestre naviguait entre coupes de champagne et conversations feutrées sur lignée et estimation. « N'oublie pas ta place », l'avertit Renaud, quand il la vit saisir un des numéros d'identification pour acheteur. « Le comte a autorisé ta présence uniquement pour calmer l'animal avant la présentation, pas pour participer comme acheteuse. » Ignorant délibérément la remarque, Marguerite serra contre sa poitrine le numéro 17 et chercha une place discrète au dernier rang. De sa poche, elle sortit le médaillon de bronze de sa grand-mère, le caressant comme un talisman tandis qu'elle observait le ballet social qui se déroulait devant elle. Les enchères avançaient avec une efficacité calculée. Des poulains prometteurs, des juments poulinières et des étalons confirmés changèrent de propriétaire pour des sommes que Marguerite ne verrait jamais de toute sa vie. À chaque coup de marteau, son cœur s'accélérait, sachant que le moment de Tempête Noire approchait inexorablement. Finalement, après une brève pause, le commissaire-priseur annonça « Mesdames et messieurs, nous arrivons au lot numéro 42. Tempête Noire, pur sang arabe, 7 ans, lignée directe d'Almara. Je dois vous informer que cet exemplaire présente des défis comportementaux suite à son service militaire, mais son pédigré exceptionnel compense largement tout investissement en rééducation. » Pendant que le commissaire parlait, 2 palefreniers nerveux conduisirent Tempête Noire vers la petite arène circulaire. L'animal entra avec réticence, les oreilles rabattues en arrière en signe évident de stress. Son regard balaya la foule jusqu'à trouver Marguerite, assise timidement au fond de la salle. « Nous commencerons à 5 000 € pour ce spécimen à la lignée impeccable », annonça le commissaire-priseur avec un enthousiasme professionnel. Un silence gêné envahit la salle. Les acheteurs potentiels échangèrent des regards hésitants, visiblement intimidés par la réputation de l'animal qui piaffait nerveusement sur l'estrade. « Allons, messieurs, 5 000 €, c'est pratiquement un don pour un pur sang de cette qualité », insista le commissaire. Marguerite sentit son cœur s'emballer. Dans sa poche reposaient toutes ses économies, 2 350 €, une fortune pour elle, une somme dérisoire dans cet environnement. Pourtant, les mains tremblantes, elle leva timidement la plaque portant le numéro 17. Ce geste ne passa pas inaperçu. Le comte de Montmorency, assis au premier rang, se retourna avec une expression incrédule qui se transforma rapidement en un sourire méprisant. Autour de lui, d'autres participants suivirent son exemple, et bientôt des rires discrets résonnèrent dans la salle. « Pardonnez-moi, mademoiselle », dit le commissaire-priseur avec un malaise évident. « Mais nous commençons à 5 000 €. J'ai 2 350, répondit Marguerite.
sa voix tremblant légèrement, mais audible dans le silence qui suivit. Les rires s'intensifièrent. Le comte se leva, ajustant son costume impeccable. « C'est ridicule », déclara-t-il à haute voix. « Une gitane des écuries qui tente d'acheter un pur sang arabe? Avec quel argent? Que compte-t-elle en faire? L'atteler à une roulotte dans son campement ?» L'humiliation brûlait le visage de Marguerite, mais elle maintint sa plaque levée, les yeux fixés sur Tempête Noire, qui semblait de plus en plus agitée par la tension croissante dans la salle. « De l'ordre, s'il vous plaît », demanda le commissaire-priseur, visiblement mal à l'aise. « S'il n'y a pas d'enchère valable, nous passerons au lot suivant. » Ce fut à ce moment qu'un événement inattendu se produisit. Jean-Pierre Lacroix, qui observait discrètement près de l'entrée des écuries, s'avança jusqu'au centre de la salle. Le vieux palefrenier, habituellement invisible pour l'aristocratie présente, marchait maintenant avec détermination entre les rangées de sièges. « Silence !» La voix du vieil homme résonna avec une autorité surprenante, faisant cesser abruptement les rires. « Vous riez parce que vous ne savez pas ce que vous voyez. » Le comte de Montmorency fronça les sourcils. « Lacroix, retirez-vous immédiatement où ? » « Ou quoi, monsieur ?» interrompit le vieux palefrenier. « Vous me renverrez après 50 ans de service dans les meilleurs haras de France ? Eh bien, ce serait un honneur d'être renvoyé pour avoir défendu la vérité. » Se tournant vers l'audience stupéfaite, Jean-Pierre désigna Marguerite. « Cette jeune femme que vous méprisez est Marguerite Dufresne, descendante directe d'Esmeralda Dufresne, la légendaire charmeuse de chevaux qui a sauvé les écuries royales pendant l'occupation allemande. Son sang vaut plus que tout l'argent de cette salle. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains des participants les plus âgés échangèrent des regards de reconnaissance en entendant le nom d'Esmeralda. « Pendant des semaines, » poursuivit Jean-Pierre, « cette jeune femme a réussi ce qu'aucun dresseur professionnel n'a pu accomplir. Gagner la confiance d'un animal traumatisé par la guerre. Non par la force ou la domination, mais par le don qu'elle a hérité de sa grand-mère. » Comme pour confirmer ces paroles, Tempête Noire, qui jusqu'alors restait agité sur l'estrade, commença à se calmer visiblement, ses oreilles se tournant dans la direction de Marguerite. « Mademoiselle Dufresne, » intervint un homme âgé assis près de l'estrade. « Seriez-vous parente de la gitane qui a sauvé mes meilleurs chevaux en 1943, lorsque les bombardements à Caen ont plongé les animaux dans la panique ?» Avant que Marguerite ne puisse répondre, une autre voix s'ajouta. La Dufresne qui a soigné les chevaux blessés de la cavalerie française pendant la retraite allemande. Le comte semblait abasourdi par le soudain changement d'atmosphère dans la salle. Ce qui avait commencé comme un sujet de moquerie se transformait rapidement en quelque chose de très différent. Une légende vivante matérialisée devant eux. « C'est absurde !» tenta-t-il, mais sa voix ne portait plus la même conviction. Un nom de famille ne qualifie personne pour... Il fut interrompu par le bruit de sabots. Sur l'estrade, à la stupéfaction générale, Tempête Noire s'était approché du bord, tendant l'encolure en direction de Marguerite, comme s'il l'appelait. « Regardez !» s'exclama Jean-Pierre. « L'animal a choisi, et quand un cheval choisit son humain, ni tout l'or du monde ne peut acheter ce lien. » Le commissaire-priseur, complètement décontenancé par cette situation sans précédent, regarda interrogativement le comte, qui se retrouva soudain au centre de toutes les attentions. L'aristocratie française prisait deux choses par-dessus tout, la lignée et la tradition. Et, à cet instant, la jeune gitane représentait une tradition équestre que beaucoup respectaient profondément. « 2350 € est l'enchère », déclara une voix féminine élégante du premier rang. « J'offre 5000 € supplémentaires pour que l'animal reste avec mademoiselle Dufresne, en tant que parrainage. » C'était madame Beaumont, une influente éleveuse de chevaux de Normandie. Son geste ouvrit les vannes. Bientôt d'autres participants offrirent des contributions, non comme enchères compétitives, mais comme soutien à la jeune femme et à son don évident. Le comte de Montmorency, constatant que l'opinion publique se retournait contre lui, se retrouva dans une position impossible. Refuser signifierait ternir son nom dans le monde équestre français. Accepter signifierait s'incliner devant une gitane sans position sociale. 10 000 € pour l'ensemble, proposa un éleveur respecté en se levant. Pour le cheval et pour le droit de mademoiselle Dufresne à l'entraîner dans mes installations à Chantilly. La salle éclata en applaudissements spontanés. Le comte, acculé par cette pression sociale inattendue,
tenta de préserver sa dignité tout en battant en retraite. Il semble que l'animal ait effectivement choisi, concéda-t-il avec un sourire forcé. Qui suis-je pour contester des traditions si respectées? Le marteau du commissaire-priseur s'abattit, scellant le destin de Tempête Noire et de Marguerite. Sur l'estrade, le majestueux animal se détendit visiblement, comme s'il comprenait qu'il venait d'être sauvé. La vente terminée, Marguerite fut immédiatement entourée d'une foule de personnes curieuses, certaines sincèrement impressionnées par ce qu'elles avaient vu, d'autres simplement attirées par ce qui était devenu l'événement mondain du jour. « Votre grand-mère aurait été fière », murmura Jean-Pierre en se frayant un chemin jusqu'à elle. Madame Beaumont, une femme élégante d'une 60aine d'années, s'approcha avec grâce. « Mademoiselle Dufresne, je serais honoré de vous accueillir. Vous êtes Tempête Noire, dans mon haras de Chantilly. Ce n'est pas de la charité, ajouta-t-elle rapidement en voyant l'expression de Marguerite, mais un investissement dans un talent rare. » Submergée par les émotions, Marguerite chercha du regard le seul être dont l'opinion lui importait vraiment. À travers la foule qui s'était formée autour d'elle, ses yeux rencontrèrent ceux de Tempête Noire. L'animal, toujours sur l'estrade, l'observait avec une intensité tranquille qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un jeune homme élégant s'approcha, se présentant comme le secrétaire de Madame Beaumont. « Nous devons régler quelques formalités administratives », expliqua-t-il en sortant des documents. « Le transfert de propriété, l'assurance, les modalités de transport. »« Propriété », répéta Marguerite, le mot sonnant étrangement à ses oreilles. « Oui, mademoiselle. Selon les termes de la vente, vous êtes désormais légalement propriétaire de Tempête Noire, avec le soutien financier de nos mécènes. » La jeune femme leva les yeux vers l'estrade où se tenait le majestueux étalon noir. Propriétaire. Comme si on pouvait posséder un esprit aussi libre que celui qu'elle avait appris à connaître. Les papiers diront ce qu'ils veulent, murmura-t-elle pour elle-même. Mais lui et moi savons la vérité. Plus tard, alors que la foule commençait à se disperser et que les préparatifs pour le transport vers Chantilly s'organisaient, Marguerite obtint enfin un moment de calme avec Tempête Noire. De retour dans son box, loin des regards curieux, elle s'assit simplement sur un ballot de paille, laissant l'animal venir à elle de son plein gré. « Qui aurait pensé que toi et moi, les deux indésirables, nous finirions par créer tout ce remue-ménage » dit-elle doucement. L'étalon s'approcha, baissant sa noble tête jusqu'à ce qu'elle puisse sentir son souffle chaud sur ses mains. Leurs regards se croisèrent. Deux âmes qui avaient appris à se méfier du monde, trouvant finalement un refuge l'une dans l'autre. Le marteau du commissaire-priseur s'abattit, scellant le destin de Tempête Noire et de Marguerite. Sur l'estrade, le majestueux animal se détendit visiblement, comme s'il comprenait qu'il venait d'échapper à un destin sombre pour entamer un nouveau chapitre aux côtés de la seule personne qui voyait au-delà de ses cicatrices. Sur l'estrade, le majestueux animal se détendit visiblement, comme s'il comprenait qu'il venait d'échapper à un destin sombre pour entamer un nouveau chapitre aux côtés de la seule personne qui voyait au-delà de ses cicatrices. Le trajet vers Chantilly s'effectua dans une atmosphère de nervosité contenue. Marguerite, assise dans le van aux côtés de Tempête Noire, observait le paysage normand défiler par la petite fenêtre. L'animal, initialement tendu par le confinement du transport, s'était progressivement apaisé au son de sa voix qui lui murmurait des histoires romanies en continu, comme un fil d'Ariane le guidant à travers ses peurs. Lorsqu'ils franchirent enfin les imposantes grilles du haras Beaumont, Marguerite fut saisie par la splendeur des lieux. Contrairement aux installations fonctionnelles du haras du Pin, cet endroit ressemblait davantage à un domaine aristocratique qu'à un centre équestre. Des pâturages d'un vert profond s'étendaient à perte de vue, ponctués de chênes centenaires. Les écuries, construites en pierre de taille blonde, formaient un U majestueux autour d'une cour pavée impeccable. « Bienvenue chez vous », annonça Madame Beaumont en descendant élégamment de sa voiture. Vêtue d'une tenue d'équitation classique malgré l'heure avancée, elle se dirigea vers le van où Marguerite attendait que Tempête Noire soit prêt à descendre. « J'espère que ce haras deviendra votre refuge à tous les deux. » Lorsque la rampe du van s'abaissa, plusieurs palefreniers s'approchèrent, prêts à intervenir. Tempête Noire hésita, ses naseaux frémissants captant 1000 odeurs inconnues. « Cette jeune femme a un don particulier », expliqua Madame Beaumont au personnel rassemblé.
J'espère que vous saurez tous apprendre d'elle. » Des regards sceptiques et des commentaires chuchotés accueillirent cette déclaration. La gitane chanceuse et la nouvelle mascotte de Madame parvinrent aux oreilles de Marguerite, qui choisit de les ignorer. Ce n'était pas la première fois qu'elle affrontait le mépris, et ce ne serait certainement pas la dernière. Guidée uniquement par la voix douce de Marguerite, Tempête Noire descendit prudemment la rampe. Ses oreilles pivotaient dans toutes les directions, analysant ce nouvel environnement. Mais lorsqu'ils approchèrent de l'écurie principale, l'animal se figea brusquement, refusant d'avancer davantage. « Que se passe-t-il » demanda Madame Beaumont, perplexe. Marguerite suivit le regard fixe de Tempête Noire. Sur le mur près de l'entrée pendaient divers équipements d'équitation, mors, étrilles, longes et quelques cravaches. « Ce sont les objets, » murmura-t-elle. Ils lui rappellent probablement les équipements militaires qu'on utilisait sur lui. Jean-Pierre, qui avait insisté pour les accompagner malgré son âge, hocha gravement la tête. Les chevaux de guerre développent des associations traumatiques spécifiques. Un objet anodin pour nous peut représenter une menace terrifiante pour eux. Sans hésiter, Marguerite demanda qu'on retire tous ces équipements. Puis, à la surprise générale, elle suggéra de ne pas installer Tempête Noire dans le box luxueux qu'on lui avait préparé, mais plutôt dans un enclos semi-ouvert à l'extrémité des écuries, offrant une vue dégagée sur les pâturages. « Il a besoin d'espace et d'horizon », expliqua-t-elle simplement. L'enfermement aggrave ses souvenirs traumatiques. Les premiers jours furent consacrés à l'établissement d'une routine apaisante. Contrairement aux méthodes conventionnelles, Marguerite ne cherchait pas à imposer un programme d'entraînement. Chaque matin, elle s'asseyait simplement dans le pré avec Tempête Noire, le laissant définir lui-même la distance qu'il jugeait confortable. « Elle ne fait absolument rien », se moqua un jeune palefrenier nommé Étienne, en observant Marguerite immobile dans l'herbe, tandis que l'étalon noir paissait à quelques mètres. « Combien de temps allons-nous entretenir cette mascarade ? Un cheval sauvage a besoin d'une main ferme, pas de berceuse. »« Tu confonds dressage et guérison », répondit sèchement Jean-Pierre. Elle ne cherche pas à le soumettre, mais à reconstruire sa confiance. Marguerite, concentrée sur sa tâche, entendait ces remarques sans les relever. Elle savait que les changements les plus profonds commençaient toujours dans le silence et la patience. Chaque jour, imperceptiblement, Tempête Noire réduisait la distance entre eux, un pas après l'autre. Une semaine après leur arrivée, alors que tous dormaient profondément, une violente tempête éclata sur la région. Des éclairs déchiraient le ciel nocturne, suivis de grondements de tonnerre qui faisaient trembler les vitres du haras. Marguerite fut réveillée en sursaut par des cris d'alarme provenant des écuries. Enfilant précipitamment un manteau sur sa chemise de nuit, elle courut pieds nus sous la pluie battante. Des bruits de chocs violents résonnaient depuis l'enclos de Tempête Noire. À la lueur des lampes tempête, elle découvrit un spectacle terrifiant. L'étalon noir, les yeux exorbités de terreur, se jetait contre les parois de son abri, ruant et hennissant comme s'il combattait un ennemi invisible. « Il va se tuer ou blesser quelqu'un !» cria Étienne, tenant fermement une longe et une seringue de tranquillisant. « Nous devons l'immobiliser. »« Non !» Marguerite s'interposa, trempée jusqu'aux os mais déterminée. « Cela ne ferait qu'amplifier sa panique. Laissez-moi entrer. »« C'est de la folie !» protesta le chef d'écurie. « Ce cheval est en pleine crise de panique. Il pourrait vous piétiner sans même s'en rendre compte. » Ignorant leurs avertissements, Marguerite se glissa dans l'enclos. Un éclair particulièrement violent illumina la scène, projetant des ombres fantomatiques qui firent cabrer Tempête Noire. Ses sabots frappèrent l'air à quelques centimètres seulement du visage de la jeune femme. Au lieu de fuir, Marguerite s'assit lentement dans un coin de l'enclos, le dos contre la paroi. Puis, fermant les yeux, elle commença à chanter, d'abord doucement, puis de plus en plus fort pour couvrir le bruit du tonnerre. C'était une vieille mélodie romanie que sa grand-mère lui chantait pendant les orages qui secouaient leur campement. Les palefreniers, massés à l'entrée de l'enclos, retinrent leur souffle. Pendant d'interminables minutes, Tempête Noire continua de tourner en rond, mais ses mouvements devenaient moins erratiques. À chaque coup de tonnerre, Marguerite élevait la voix, créant un contrepoint sonore qui détournait l'attention de l'animal du bruit terrifiant. Progressivement, miraculeusement, l'étalon ralentit sa course affolée. Ses oreilles, auparavant plaquées contre son crâne,
pivotèrent vers Marguerite. Il s'approcha d'elle par étapes, s'arrêtant fréquemment, les naseaux dilatés, tous les muscles tendus. Lorsqu'il ne fut plus qu'à 1 mètre d'elle, Marguerite continua de chanter, les yeux mi-clos, offrant sa présence sans exigence. Après une dernière hésitation, Tempête Noire s'affaissa lourdement, ses jambes se pliant sous lui, comme si toute l'énergie de sa panique l'avait quitté d'un coup. Il s'allongea près d'elle, son souffle encore rapide s'apaisant graduellement au rythme de la mélodie. La tempête dura toute la nuit. Marguerite resta immobile, chantant jusqu'à en avoir la gorge douloureuse chaque fois que le tonnerre grondait. À l'aube, lorsque les nuages se dissipèrent enfin, on la découvrit endormie contre le flanc de Tempête Noire, sa main posée légèrement sur l'encolure de l'animal. « Je n'aurais jamais cru cela possible », murmura le chef d'écurie à Madame Beaumont qui venait constater les dégâts au petit matin. Elle a risqué sa vie, mais elle avait raison. La contrainte aurait été catastrophique. Cet épisode marqua un tournant décisif dans la relation entre Marguerite et Tempête Noire. Ce qu'ils avaient partagé pendant cette nuit orageuse avait créé un lien plus profond qu'aucun entraînement conventionnel n'aurait pu forger. L'animal semblait désormais la chercher du regard dès qu'une situation l'inquiétait, comme si elle était devenue son point d'ancrage dans un monde imprévisible. Alors que la nouvelle de cette nuit extraordinaire se répandait dans le haras, l'attitude du personnel commença subtilement à changer. Le scepticisme initial cédait progressivement la place à une curiosité respectueuse. Même Étienne, le plus critique, venait parfois observer discrètement les séances calmes entre Marguerite et l'étalon. Un après-midi ensoleillé, alors que Marguerite guidait Tempête Noire dans une promenade tranquille autour des pâturages, une visite inattendue bouleversa sa routine. Sa tante Mathilde, accompagnée de 3 autres membres de sa communauté, se tenait à l'entrée du haras, leurs vêtements colorés contrastant vivement avec l'élégance sobre des lieux. « Tante Mathilde ?» Marguerite accourut vers eux, surprise et inquiète. « Comment m'avez-vous trouvé ?»« Ton histoire circule, ma fille », répondit sa tante avec un mélange de fierté et d'anxiété. Une gitane qui a ensorcelé les aristocrates aux enchères de Deauville, les nouvelles voyagent vite parmi les nôtres. Mais ce n'était pas une visite de courtoisie. Le visage grave de sa tante annonçait des problèmes. « Le campement est menacé, Marguerite. La municipalité a envoyé un avis d'expulsion. Ils veulent nous déplacer encore plus loin, près de la décharge cette fois. Mais ils ne peuvent pas faire ça. Nous sommes installés légalement sur ce terrain depuis... Depuis quand la légalité nous protège-t-elle ?» coupa amèrement l'un des hommes. Ils ont trouvé des infractions sanitaires. C'est toujours la même histoire. Marguerite sentit son cœur se déchirer. Derrière elle, Tempête Noire s'était approché silencieusement, comme s'il percevait sa détresse. L'animal poussa doucement son épaule de son museau, un geste de réconfort qu'il n'avait jamais manifesté auparavant. « Nous avons besoin de toi à la maison, Marguerite », implora sa tante avec des yeux inquiets, sans remarquer comment ces mots faisaient instinctivement regarder la jeune femme vers Tempête Noire, déchirée entre 2 familles qui désormais dépendaient d'elle. L'une liée par le sang, et l'autre par quelque chose d'également profond qui était né pendant une tempête. « Nous avons besoin de toi à la maison, Marguerite », implora sa tante avec des yeux inquiets, sans remarquer comment ces mots faisaient instinctivement regarder la jeune femme vers Tempête Noire, déchirée entre 2 familles qui désormais dépendaient d'elle, l'une liée par le sang, et l'autre par quelque chose d'également profond qui était né pendant une tempête. La nuit qui suivit cette visite fut longue pour Marguerite. Allongée sur son lit dans la petite chambre que Madame Beaumont lui avait attribuée, elle fixait le plafond, tiraillée entre 2 mondes qui réclamaient sa présence. D'un côté, sa communauté confrontée une fois de plus à l'injustice systémique. De l'autre, un animal traumatisé qui commençait tout juste à retrouver un semblant d'équilibre. L'aube la trouva toujours éveillée, mais avec une idée germant dans son esprit. Ce matin-là, elle se rendit directement au bureau de Madame Beaumont, une élégante pièce au mur couvert de photographies de chevaux primés et de trophées équestres. « Ma famille a besoin de moi », expliqua Marguerite sans détour. « Mais Tempête Noire n'est pas encore prêt à être laissée seule. Je suis déchirée entre 2 responsabilités. » Madame Beaumont l'écouta attentivement, son regard se portant par la fenêtre vers une zone non utilisée de la propriété, un terrain légèrement vallonné qui s'étendait derrière les écuries principales. Peut-être existe-t-il une solution qui bénéficierait à tous, réfléchit-elle à voix haute.
Ce terrain n'a jamais été exploité. Trop irrégulier pour y construire, trop proche des écuries pour servir de pâturage. Marguerite suivit son regard, une lueur d'espoir s'allumant dans ses yeux. « Vous voulez dire, votre famille pourrait s'installer temporairement ici », confirma Madame Beaumont. « Cela vous permettrait de poursuivre votre travail avec Tempête Noire tout en restant proche des vôtres. » Cette proposition, aussi généreuse qu'inattendue, laissa Marguerite sans voix. Dans le monde qu'elle connaissait, les portes se fermaient devant les Romani. Elles ne s'ouvraient pas. Dès l'après-midi, Jean-Pierre et Marguerite arpentèrent le terrain, mesurant l'espace disponible et calculant combien de caravanes pourraient s'y installer confortablement. « Ta grand-mère serait fière », dit le vieil homme en griffonnant des notes sur un calepin usé. Elle aussi savait créer des ponts entre les mondes. 3 jours plus tard, les premières caravanes Romani franchissèrent les grilles du domaine Beaumont, leurs façades colorées et leurs ornements métalliques scintillant sous le soleil printanier. Marguerite observait avec une émotion mêlée d'anxiété ce contraste saisissant entre la sobriété aristocratique du haras et la vivacité bohémienne des roulottes. Les réactions ne tardèrent pas. Dès le lendemain, le téléphone de Madame Beaumont ne cessa de sonner. Voisins inquiets, autres propriétaires équestres, exprimant leurs préoccupations concernant la présence d'un campement Romani si près de propriétés prestigieuses. « Je comprends vos inquiétudes, Duchâtel, » répondit-elle calmement à l'un d'eux, « mais je vous invite à venir constater par vous-même. Ces gens sont des artisans qualifiés qui contribuent désormais à l'entretien du domaine. » Car Madame Beaumont, avec une intelligence pratique, avait proposé un échange équitable, l'hospitalité contre des compétences. Les hommes du campement, habiles en menuiserie et ferronnerie, s'attelaient déjà à réparer des clôtures et à rénover des installations vieillissantes. La tension culmina lorsque, une semaine après l'installation du campement, une voiture de luxe franchit les grilles du domaine sans invitation. Le comte de Montmorency en descendit, impeccablement vêtu comme à son habitude, mais le visage durci par la contrariété. « Madame Beaumont, commença-t-il après des salutations à peine polies, êtes-vous consciente de l'impact que ce campement aura sur la valeur des propriétés de la région ?» La propriétaire des lieux, qui supervisait la rénovation d'un paddock, se redressa lentement. Malgré sa silhouette menue, elle imposait par sa seule présence. « Je suis parfaitement consciente de la valeur de la loyauté et du talent, comte, » répondit-elle avec une fermeté élégante. 2 qualités qui ne se mesurent pas en euros. L'aristocrate balaya l'argument d'un geste impatient. « Ces gens ont une réputation, vous le savez bien. Et maintenant, on m'informe que vous organisez une démonstration publique de ce prétendu « méthode Dufresne ». Vous transformez un respectable haras en cirque ambulant. » En réalité, intervint Jean-Pierre qui s'était approché silencieusement, ce que nous documentons pourrait révolutionner l'approche des chevaux traumatisés. Le travail de mademoiselle Dufresne mérite d'être préservé. En effet, sur les conseils du vieil homme, Marguerite avait commencé à consigner méticuleusement ses observations quotidiennes dans un épais carnet relié de cuir. Chaque réaction de Tempête Noire, chaque technique qui fonctionnait ou échouait, chaque nuance de comportement était soigneusement notée. Sa grand-mère n'a jamais écrit ses méthodes, avait expliqué Jean-Pierre en lui offrant ce journal. Peut-être est-ce ton destin de préserver ce savoir pour les générations futures. Tandis que le comte repartait, visiblement contrarié mais temporairement neutralisé par l'autorité tranquille de Madame Beaumont, la vie au haras trouvait un nouvel équilibre. Les enfants du campement, d'abord intimidés par les chevaux, observaient maintenant avec fascination les séances quotidiennes de Marguerite avec Tempête Noire. Plus surprenante encore, de jeunes palefreniers des établissements voisins commençaient à venir discrètement pendant leurs jours de congé, curieux d'observer cette approche non conventionnelle dont on parlait dans tout le milieu équestre régional. « Elle ne le force jamais », chuchotait-il entre eux, voyant Marguerite simplement assise au centre du manège, attendant patiemment que Tempête Noire vienne à elle de son propre gré. Un jour, un photographe envoyé par une revue équestre s'introduisit sans autorisation pour immortaliser le fameux cheval guéri par une gitane. Le flash de son appareil déclencha une réaction violente de Tempête Noire, qui se cabra brusquement, revivant manifestement une terreur ancienne. Marguerite, qui avait prévu la réaction, s'interposa immédiatement, parlant doucement à l'animal paniqué. Une fois le calme revenu,
et le photographe éconduit, elle saisit l'occasion pour expliquer aux spectateurs bouleversés la nature complexe du trauma équin. Ce ne sont pas seulement des souvenirs physiques, mais sensoriels, détailla-t-elle avec une assurance née de l'observation. Un son, une odeur, une lumière soudaine. Tout peut devenir un déclencheur. Les chevaux vivent dans un monde de sensations bien plus vaste que le nôtre. Cette démonstration involontaire eut plus d'impact que n'importe quelle présentation formelle. Les sceptiques commençaient à comprendre que le méthode Dufresne n'était pas une forme de magie romanie, mais une approche fondée sur une compréhension profonde de la psychologie équine. Après 2 semaines d'intégration progressive, Marguerite décida qu'il était temps d'introduire un nouvel élément dans leur travail. Un matin calme, elle apporta dans le manège une simple corde légère, d'un bleu doux qui contrastait délibérément avec les équipements militaires que Tempête Noire avait connus. Au lieu de tenter immédiatement de la placer autour de son encolure, elle la déposa simplement au sol, laissant l'animal l'examiner à son rythme. Tempête Noire s'approcha avec précaution, reniflant l'objet inconnu, ses oreilles pivotant nerveusement. « Elle n'est pas comme les autres cordes », murmura Marguerite. « Celle-ci n'est pas pour contrôler, mais pour connecter. » Pendant 3 jours, la corde resta ainsi, simplement présente pendant leur séance, jusqu'à ce que l'étalon cesse complètement de la remarquer. Alors seulement, Marguerite la prit en main, laissant Tempête Noire observer comment elle la manipulait. « Regarde, » dit-elle doucement. « Elle est souple. Elle suit le mouvement. Elle ne force pas. » Le 4e jour, dans un silence respectueux, elle offrit la corde à Tempête Noire, la tenant à plat sur sa paume ouverte. L'animal la renifla longuement, soufflant par ses naseaux, analysant peut-être d'anciennes peurs. « C'est ton choix, » murmura-t-elle. « Toujours ton choix. » Ce fut ce respect fondamental du libre arbitre de l'animal qui, peut-être, fit toute la différence. Après une longue hésitation, Tempête Noire baissa légèrement la tête, permettant à Marguerite de glisser délicatement la corde autour de son encolure. Pas comme un licol, pas comme une entrave, mais comme un symbole léger de leur connexion. Jean-Pierre, qui observait la scène à distance, sentit une émotion puissante l'envahir. « Tu vois » murmura-t-il à un jeune palefrenier sidéré. « La vraie confiance ne s'impose jamais. Elle s'offre et se reçoit librement. » Cette avancée significative coïncida avec une visite de Madame Beaumont, accompagnée d'un petit groupe de professionnels équestres qu'elle avait discrètement invités. Parmi eux se trouvait un vétérinaire spécialisé dans les comportements équins problématiques et un ancien officier de la garde républicaine responsable de la formation des chevaux d'apparat. « Impressionnant », admit le vétérinaire après avoir observé pendant 1 heure. « Je traite des chevaux traumatisés depuis 20 ans, et j'aurais juré que celui-ci était un cas désespéré. La technique est remarquablement non invasive, » ajouta l'officier. « Nous pourrions adapter certains éléments pour nos protocoles de formation. » Après leur départ, Madame Beaumont rejoignit Marguerite qui brossait doucement Tempête Noire dans la lumière dorée du soir. L'animal, autrefois si craintif, se tenait maintenant détendu, un postérieur légèrement fléchi, la tête basse en signe de confiance. « Il est peut-être temps de parler au monde de votre méthode », suggéra la propriétaire en observant ce tableau paisible. Marguerite sourit poliment, mais un frisson parcourut son échine, car révéler la méthode signifierait exposer non seulement ses techniques, mais aussi la vulnérabilité de Tempête Noire, et, d'une certaine façon, la sienne propre. Marguerite sourit poliment, mais un frisson parcourut son échine, car révéler la méthode signifierait exposer non seulement ses techniques, mais aussi la vulnérabilité de Tempête Noire, et, d'une certaine façon, la sienne propre. Les semaines suivantes virent la réputation du « méthode Dufresne » s'étendre bien au-delà des frontières de Chantilly. Ce qui avait commencé comme une curiosité locale devint rapidement un sujet de conversation dans les cercles équestres parisiens, puis nationaux. Des articles commencèrent à paraître dans des revues spécialisées, certains élogieux, d'autres plus sceptiques, mais tous intrigués par cette approche non conventionnelle qui semblait réussir là où les méthodes traditionnelles avaient échoué. Un matin de juin, alors que Marguerite travaillait avec Tempête Noire dans le grand manège, Jean-Pierre s'approcha, accompagné d'un homme d'une 50aine d'années au regard vif et à la démarche assurée. « Marguerite, je te présente Louis Mercier,
C'est un documentariste qui s'intéresse à ton travail. » L'homme tendit une main ferme. « Mademoiselle Dufresne, votre réputation vous précède. J'ai réalisé plusieurs films sur la relation homme-animal, mais ce que vous accomplissez ici me semble véritablement unique. » Marguerite serra sa main avec réticence, son regard glissant instinctivement vers Tempête Noire qui observait l'étranger avec une méfiance contenue. « Je ne cherche pas la notoriété, monsieur Mercier. Je veux simplement aider ce cheval. »« C'est précisément ce qui m'intéresse, » répondit-il avec conviction. « Mon projet n'est pas de vous transformer en célébrité, mais de documenter une approche qui pourrait bénéficier à d'innombrables animaux traumatisés. Pensez à tous les chevaux comme Tempête Noire qui pourraient être sauvés si votre méthode était plus largement connue. » Jean-Pierre intervint doucement. « Ta grand-mère a emporté ses connaissances dans la tombe, petite. Combien d'animaux auraient pu être sauvés si elle avait partagé son savoir ?» Ces paroles touchèrent Marguerite au cœur. Elle avait toujours considéré son don comme quelque chose d'intime, presque sacré, un héritage familial à préserver jalousement dans un monde qui avait si souvent dénigré et pillé la culture romanie. Mais peut-être y avait-il une responsabilité plus grande qui transcendait cette méfiance ancestrale. Après plusieurs jours de réflexion et de discussion avec Madame Beaumont, elle accepta finalement la proposition de Louis. Le tournage commencerait la semaine suivante, avec une petite équipe discrète et des règles strictes concernant l'approche de Tempête Noire. La première session fut un désastre. Dès que les caméras se mirent en place, Marguerite devint douloureusement consciente de chacun de ses gestes. Cette autocritique paralysante contamina sa connexion habituellement fluide avec Tempête Noire. L'animal, sensible aux moindres variations de son état émotionnel, réagit par une nervosité croissante. « Cela ne fonctionne pas », soupira-t-elle après une heure d'efforts infructueux. Il ressent ma tension et y répond. « Nous devrions arrêter. » « Peut-être devrions-nous essayer une approche différente », suggéra Louis, réfléchissant à voix haute. « Au lieu de filmer directement vos séances, commençons par comprendre le parcours de Tempête Noire. Son histoire pourrait être la porte d'entrée pour expliquer votre méthode. » Cette suggestion déclencha une recherche approfondie. Louis, utilisant ses contacts au ministère de la Défense, réussit à obtenir des dossiers militaires concernant le service de Tempête Noire en Syrie. Ce qu'il découvrit le stupéfia. Ce n'était pas un simple cheval de bas, expliqua-t-il en étalant des documents sur la table de la bibliothèque du Haras. Il appartenait à une unité spéciale de reconnaissance. Ces chevaux étaient utilisés pour accéder à des zones inaccessibles aux véhicules, souvent en territoire hostile. Les photographies montraient un Tempête Noire différent, plus jeune, la robe luisante, le port altier, monté par un jeune officier au visage déterminé. Sur l'une des images, l'homme caressait l'encolure du cheval avec une familiarité évidente. « Qui est cet homme ?» demanda Marguerite, touchée par la connexion visible entre eux. « Le lieutenant Marc Moreau, selon les légendes. Je vais essayer de le contacter pour une interview. » 3 jours plus tard, Louis revint au Haras, mais son expression grave annonçait de mauvaises nouvelles. « Le lieutenant Moreau est décédé en mission. Cependant, j'ai pu localiser un autre membre de son unité. Le capitaine Antoine Leblanc, aujourd'hui retraité. Il accepte de venir témoigner. » L'arrivée du capitaine Leblanc au Haras fut un moment chargé d'émotions. L'homme, dans la cinquantaine avancée, marchait avec une canne, séquelle évidente de ses années de service. Son visage buriné portait les marques de longues expositions au soleil désertique. Marguerite l'observa s'approcher lentement du paddock où Tempête Noire paissait tranquillement. Le cheval leva la tête, alerte, ses naseaux frémissant pour capter l'odeur du visiteur. Ce qui se produisit ensuite stupéfia tous les témoins. Au lieu de manifester sa méfiance habituelle envers les étrangers, Tempête Noire s'approcha de la clôture, les oreilles dressées avec curiosité. Il renifla longuement la main que le capitaine avait posée sur la barrière. « Mon Dieu, il se souvient », murmura l'ancien militaire, la voix brisée par l'émotion. Après tout ce qu'il a traversé, il se souvient encore. Les caméras de Louis capturaient discrètement cette rencontre bouleversante, tandis que le capitaine expliquait « Tempête Noire appartenait au lieutenant Moreau. Ils étaient inséparables. Nous plaisantions en disant qu'ils partageaient le même esprit, tous deux fiers, intrépides, mais aussi profondément loyaux. » Il caressa doucement les naseaux du cheval qui, étonnamment, acceptait ce contact.
Quand Moreau a été tué par une mine terrestre lors d'une mission de reconnaissance, nous avons cru que Tempête Noire deviendrait fou de chagrin. Il refusait de manger, hennissait jour et nuit. Et surtout, il n'a plus jamais permis à quiconque de le monter. Cette révélation frappa Marguerite comme une illumination soudaine. Ce n'était donc pas seulement le trauma de la guerre, murmura-t-elle, mais aussi le deuil. Moreau avait une façon particulière de s'occuper de lui pendant les bombardements, poursuivit le capitaine, perdu dans ses souvenirs. Il chantait doucement, toujours la même mélodie, une vieille chanson de son enfance en Bretagne. C'était le seul moment où ce foutu cheval se calmait. Marguerite échangea un regard significatif avec Jean-Pierre. Voilà pourquoi Tempête Noire avait répondu si fortement à ses chants dès leur première rencontre. La musique avait été son premier langage de réconfort. Les jours suivants, avec la présence régulière du capitaine Leblanc, le tournage prit une dimension plus profonde. Louis ne filmait plus seulement une méthode de dressage alternative, mais une histoire de guérison partagée, celle d'un cheval ayant perdu son cavalier et d'une jeune femme ayant perdu sa grand-mère, deux êtres reconstruisant ensemble une confiance brisée dans le monde. Un après-midi, alors que les rayons obliques du soleil baignaient le manège d'une lumière dorée, le capitaine Leblanc s'approcha de Marguerite avec un petit écrin en cuir usé. « J'ai apporté quelque chose », dit-il en l'ouvrant délicatement. À l'intérieur reposait une médaille militaire, ternie par le temps. C'est la médaille de service du lieutenant Moreau. Sa famille me l'a confiée après les funérailles, mais je pense qu'elle devrait accompagner Tempête Noire maintenant. Moreau aurait voulu que son compagnon soit avec quelqu'un qui le comprend. Avec une émotion difficilement contenue, Marguerite accepta ce don précieux. Plus tard ce jour-là, dans un moment d'intimité capturé par les caméras de Louis, elle attacha doucement la médaille au licol bleu de Tempête Noire, non pas comme un symbole de propriété, mais comme une reconnaissance de son histoire, de son service, et du lien qu'il avait partagé avec son premier ami humain. « Nous honorons ceux que nous avons perdus en continuant d'aimer », murmura-t-elle à l'oreille de l'animal, qui resta étonnamment calme, comme s'il comprenait la signification du geste. Cette scène, d'une puissance émotionnelle rare, devint le cœur du documentaire que Louis construisait patiemment. Il l'intitula provisoirement « Regards qui guérissent », capturant l'essence même de l'approche de Marguerite. Alors que le projet avançait, l'équipe de tournage devint presque invisible pour Tempête Noire, qui s'habituait à leur présence discrète. Louis avait mis au point un système de caméras fixes et de microphones discrets qui permettait d'enregistrer les séances sans perturber la délicate alchimie entre Marguerite et l'animal. Un jour, en visionnant les rushs, Louis fit une observation qui allait transformer sa compréhension du projet. « Ce n'est pas seulement toi qui guéris Tempête Noire », dit-il à Marguerite. « D'une certaine façon, il te guérit aussi. » Cette remarque toucha une vérité que Marguerite n'avait jamais formulée explicitement. Dans sa communauté marginalisée, constamment poussée d'un lieu à l'autre, elle avait développé les mêmes mécanismes de défense que Tempête Noire, méfiance, vigilance constante, capacité à devenir invisible. Leur guérison était véritablement réciproque. Le documentaire prenait forme, entrelaçant habilement l'histoire personnelle de Marguerite, l'héritage d'Esmeralda, le passé militaire de Tempête Noire et leur parcours commun vers la guérison. Les premiers montages montrés à un petit groupe de confiance suscitèrent des réactions émues et enthousiastes. « C'est bien plus qu'un film sur les chevaux », commenta Madame Beaumont après une projection privée. « C'est une leçon universelle sur la façon dont nous pouvons tous nous reconnecter après un trauma. » Mais tandis que les caméras capturaient cette remarquable histoire de réconciliation, nul ne remarqua la silhouette du comte de Montmorency qui observait de loin, dissimulé derrière les écuries. Son visage s'était durci en voyant la jeune gitane qu'il avait ridiculisée maintenant traitée comme une spécialiste respectée, un développement qu'il considérait non seulement comme irritant, mais personnellement offensant. Mais tandis que les caméras capturaient cette remarquable histoire de réconciliation, nul ne remarqua la silhouette du comte de Montmorency qui observait de loin, dissimulé derrière les écuries. Son visage s'était durci en voyant la jeune gitane qu'il avait ridiculisée maintenant traitée comme une spécialiste respectée, un développement qu'il considérait non seulement comme irritant, mais personnellement offensant. La matinée commençait à peine lorsque Marguerite découvrit l'article.
Une copie de la prestigieuse revue équestre française avait été déposée sur la table du petit déjeuner, ouverte à la page 23. Un portrait d'elle avec tempête noire s'étalait en pleine page, accompagné d'un titre élogieux. La charmeuse de Chantilly. Comment une tradition romanie révolutionne la rééducation équine. L'article détaillait avec admiration les progrès spectaculaires de Tempête Noire sous sa tutelle et présentait le méthode Dufresne comme une approche novatrice pour les chevaux traumatisés. « Qui a laissé ça ici ?» demanda-t-elle à Jean-Pierre lorsqu'il entra dans la cuisine. « Madame Beaumont », répondit-il en se servant une tasse de café. « Elle pensait que tu aimerais voir que ton travail commence à être reconnu sérieusement. » Marguerite parcourut l'article avec un mélange de fierté et d'inquiétude. La visibilité avait toujours été dangereuse pour les siens, une leçon apprise dès l'enfance. Je n'ai jamais voulu devenir un personnage public. Au même moment, à quelques kilomètres de là, dans sa demeure ancestrale, le comte de Montmorency froissait rageusement le même magazine. Son bureau, orné de trophées de chasse et de portraits équestres, résonnait de ses pas furieux. « Cette gitane devient une célébrité aux dépens de mon cheval », fulminait-il en contemplant le portrait de Marguerite. La transformation de la jeune femme effacée en experte respectée l'ulcérait profondément. Pire encore, l'article mentionnait indirectement l'échec des méthodes conventionnelles, les siennes, qui avaient failli condamner Tempête Noire. Le comte s'installa à son bureau en chêne massif et composa un numéro de téléphone. « Docteur Pascal ? Philippe de Montmorency. J'aurais besoin de vos services pour une consultation professionnelle. » 2 jours plus tard, un homme à la mise soignée et au regard scrutateur se présentait au Haras Beaumont. Le docteur Alain Pascal, titulaire d'une chaire en comportement équin à l'école vétérinaire d'Alfort, affichait ce mélange particulier d'arrogance et de condescendance que confère une position académique prestigieuse. « Je m'intéresse beaucoup à cette approche non conventionnelle dont on parle », expliqua-t-il à Madame Beaumont qui l'accueillait. Purement d'un point de vue scientifique, bien entendu. Autorisé à observer une séance de travail, le docteur Pascal s'installa sur un banc du manège, carnet de notes à la main. Marguerite, mal à l'aise sous ce regard clinique, tenta de maintenir sa routine habituelle avec Tempête Noire. « Vous n'utilisez aucun renforcement négatif ?» interrogea Pascal après une demi-heure d'observation. « Comment établissez-vous les limites comportementales sans correction ?» « Les limites se construisent naturellement dans une relation de confiance, » répondit doucement Marguerite. « Tempête Noire cherche à comprendre ce que j'attends de lui, pas par peur, mais par désir de connexion. » Le scientifique griffonna quelque chose, son expression sceptique parlant plus que ses mots. « Fascinant. Et ces chansons romanies que vous fredonnez, elles ont une base neurologique selon vous, ou est-ce plutôt un rituel culturel ?» La façon dont il prononça « rituel culturel », comme s'il parlait d'une superstition primitive, fit monter une vague de chaleur au visage de Marguerite. Tempête Noire, toujours hypersensible à ses émotions, s'agita immédiatement, percevant sa tension. Cette réaction ne passa pas inaperçue. « Intéressant, » murmura Pascal. « L'animal semble extrêmement dépendant de vos états émotionnels. On pourrait arguer que cette codépendance n'est pas nécessairement un signe de guérison, mais plutôt d'un transfert pathologique. » Jean-Pierre, qui assistait silencieusement à l'échange, intervint. « La sensibilité n'est pas de la dépendance, docteur. C'est de l'empathie, une qualité que certains humains pourraient cultiver davantage. » La visite du docteur Pascal laissa un goût amer, mais fut rapidement éclipsée par un événement plus préoccupant. Le lendemain matin, 3 inspecteurs des services sanitaires se présentèrent, sans préavis au campement Romani, brandissant des formulaires officiels. « Nous avons reçu des plaintes concernant des conditions d'hygiène non conformes », annonça le plus âgé des 3, un homme au visage sévère, « et des allégations d'occupation illégale de terrain. » Mathilde, la tante de Marguerite, vint immédiatement la chercher aux écuries. « Tu vois ce qui arrive ?» l'accusa-t-elle, le visage tendu par l'inquiétude. « Ils trouvent toujours un moyen de nous chasser. » Marguerite accompagna sa tante jusqu'au campement où les inspecteurs photographiaient méthodiquement chaque recoin, chaque installation, avec une attention particulière pour les points qui pouvaient être critiqués. L'évacuation des eaux, les installations électriques temporaires, la proximité des animaux. Ces installations sont parfaitement légales, affirma Madame Beaumont qui les avait rejoints, documents en main. Ces personnes sont mes invités, sur ma propriété privée,
avec mon autorisation écrite. Nous ne faisons que suivre une procédure standard suite à des plaintes, répondit l'inspecteur sans émotion. Notre rapport sera transmis aux autorités compétentes. Ce même soir, une chaîne de télévision régionale diffusa une interview du docteur Pascal, présenté comme expert consultant sur les méthodes de dressage équin. Assise dans la salle commune avec sa famille et plusieurs employés du haras, Marguerite regarda avec stupéfaction le scientifique démonter méthodiquement son approche. Les méthodes basées sur des superstitions gitanes n'ont pas leur place dans la science équine moderne, déclarait-il d'un ton docte. Ce que nous observons ici relève davantage du folklore que de la thérapie comportementale. Ces approches peuvent même retarder une rééducation professionnelle appropriée. Les mots cinglèrent Marguerite comme des coups de fouet. Ce n'était pas seulement son travail qui était attaqué, mais l'héritage de sa grand-mère. La sagesse ancestrale de son peuple, présentée comme des superstitions primitives. Lorsque tous se furent retirés, elle resta seule dans l'obscurité de la salle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Le bruit d'un souffle chaud contre la fenêtre la fit sursauter. Dehors, dans la pénombre, Tempête Noire s'était approché de la maison, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il restait là, regardant à l'intérieur comme s'il cherchait Marguerite. Elle sortit, et l'animal s'approcha d'elle, poussant doucement son épaule de son museau en un geste de réconfort inattendu. Pour la première fois dans leur relation, c'était lui qui venait la consoler. La campagne de dénigrement s'intensifia dans les jours qui suivirent. D'autres articles scientifiques questionnant la validité du « méthode Dufresne » apparurent dans des publications spécialisées. Les inspections sanitaires se multiplièrent au campement, chaque fois plus pointilleuses. Même certains employés du haras commencèrent à exprimer des doutes, influencés par l'autorité apparente des critiques. « Je ne comprends pas ce qui se passe », confia Marguerite à Jean-Pierre, alors qu'ils préparaient ensemble la ration du soir de Tempête Noire. Tout semblait aller si bien, et soudain, « Ce n'est pas un hasard », répondit le vieil homme en mesurant soigneusement l'avoine. « Quelqu'un orchestre cette campagne, et j'ai une assez bonne idée de qui. » Mais avant qu'ils ne puissent approfondir cette conversation, un cri d'alarme retentit depuis les écuries. « Marguerite, Jean-Pierre, venez vite !» La scène qui les attendait glaça le sang de Marguerite. La porte du box de Tempête Noire était grande ouverte, l'enclos vide. Sur le sol de paille, dispersé comme une mise en scène macabre, se trouvaient des objets militaires. Un casque, des pièces de harnachement d'apparence martiale, une couverture kaki portant des insignes d'unité. « Je venais vérifier que tout allait bien pour la nuit », expliqua le jeune palefrenier qui avait donné l'alerte. « J'ai trouvé la porte ouverte et tout ça. » Jean-Pierre s'agenouilla péniblement pour examiner les objets. « Ceci a été délibéré », constata-t-il en soulevant le casque. Quelqu'un a placé ses déclencheurs traumatiques pour le terrifier jusqu'à la panique. Marguerite était déjà en mouvement, courant vers le bâtiment principal. Il faut organiser des recherches immédiatement. S'il est en état de panique, il pourrait se blesser gravement ou blesser quelqu'un qui croiserait sa route. En moins d'une heure, une mobilisation extraordinaire s'était formée. Les employés du haras, équipés de lampes torches, s'étaient divisés en équipes pour fouiller les environs. Plus surprenante encore, les hommes du campement Romani avaient immédiatement proposé leur aide, amenant chevaux et mules pour parcourir plus rapidement le vaste domaine. « Cherchez des traces de sabots près des clôtures », instruisit Marguerite, le visage pâle mais déterminé. « S'il a sauté, il y aura peut-être des marques. » Pendant que les recherches s'organisaient, Madame Beaumont convoqua une réunion d'urgence dans son bureau. Louis Mercier, le documentariste, était présent, ainsi que Jean-Pierre et deux des hommes de confiance du haras. « Je sais exactement qui est derrière tout cela », déclara-t-elle, abandonnant sa réserve habituelle. Son regard d'acier se posa sur Louis. « Avez-vous votre caméra ?»« Toujours dans ma voiture, pourquoi ?»« Parce que nous allons rendre une petite visite au comte de Montmorency. » La confrontation fut aussi brève que glaciale. Le comte, dérangé en pleine soirée dans son salon lambrissé, nia toute implication avec une indignation calculée. « Si vous découvrez que vous êtes impliqué dans cette affaire, Philippe, » l'avertit Madame Beaumont sans élever la voix, « ni votre position dans la société ni votre fortune ne vous protégeront. Je veillerai personnellement à ce que justice soit faite. » Pendant ce temps, Marguerite s'était aventurée seule dans la forêt qui bordait la propriété,
suivant un instinct qu'elle ne pouvait expliquer. La nuit était tombée complètement, sa lampe torche projetant un faible halo dans l'obscurité dense des sous-bois. Elle progressait lentement, appelant Tempête Noire d'une voix douce, chantant parfois les mélodies qu'il connaissait. « Je sais que tu as peur », murmurait-elle aux ténèbres, « mais je te retrouverai, je te le promets. » Elle découvrit les premières traces à l'orée d'un petit bois de bouleau, des empreintes de sabots profondément enfoncés dans la terre meuble, signe d'une course affolée. Plus inquiétant encore, certaines feuilles basses portaient des traces sombres qu'elle identifia avec horreur comme du sang. Lorsque la nuit tomba complètement et que la majorité des chercheurs retourna chercher des lanternes, Marguerite continua seule dans l'obscurité de la forêt, guidée uniquement par la lumière de la lune et par une certitude qu'elle ne pouvait expliquer, celle que Tempête Noire, dans son moment de plus grande peur, la chercherait tout comme elle le cherchait maintenant. Lorsque la nuit tomba complètement et que la majorité des chercheurs retourna chercher des lanternes, Marguerite continua seule dans l'obscurité de la forêt, guidée uniquement par la lumière de la lune et par une certitude qu'elle ne pouvait expliquer, celle que Tempête Noire, dans son moment de plus grande peur, la chercherait tout comme elle le cherchait maintenant. La forêt nocturne enveloppait Marguerite dans son manteau d'ombre mouvante et de son furtif. L'odeur d'humus et de mousse humide montait du sol, tandis que ses yeux s'adaptaient progressivement à la pénombre. Les rayons de lune filtraient à travers la canopée, créant des îlots de lumière argentée dans lesquels elle cherchait désespérément des traces de sabots. « Tempête » appelait-elle doucement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « C'est moi. Tu es en sécurité maintenant. » Les traces de sang sur les feuilles basses la guidaient comme un fil d'Ariane macabre. Par endroits, elle devenait plus abondante, signe que l'animal s'était probablement heurté violemment contre des branches basses dans sa course effrénée. Chaque tache sombre lui serrait le cœur un peu plus. S'orientant grâce aux techniques de pistage que les anciens de sa communauté lui avaient enseignées, Marguerite repéra une concentration d'empreintes près d'un ruisseau. L'eau claire reflétait la lune, offrant suffisamment de lumière pour distinguer les contours d'une large clairière qui s'ouvrait de l'autre côté. Ce fut là qu'elle aperçut enfin Tempête Noire. L'étalon se tenait immobile au centre de l'espace dégagé, une silhouette d'ébène sur le tapis d'herbe argenté par la lune. Sa posture trahissait immédiatement son état. Tête haute, oreilles dressées et pivotantes, naseaux dilatés captant frénétiquement les odeurs environnantes. Sa respiration formait de petits nuages dans l'air frais de la nuit. Plus inquiétante encore, il tenait sa jambe avant droite légèrement relevée, évitant visiblement de poser son poids dessus. Marguerite s'immobilisa à la lisière des arbres, consciente que tout mouvement brusque pourrait déclencher une nouvelle fuite. Elle observa comment l'animal scrutait constamment les ombres, sursautant au moindre craquement de branches. Le traumatisme qu'il avait subi plus tôt, la vue des objets militaires soigneusement disposés dans son box, l'avait visiblement replongé dans ses souvenirs de guerre. « Il est revenu à l'état de survie », murmura-t-elle pour elle-même, reconnaissant les signes. Tout son être est en alerte maximale. Avec une lenteur délibérée, elle s'assit simplement sur le sol humide, à la bordure de la clairière. La pluie fine qui avait commencé à tomber trempait progressivement ses vêtements, mais elle resta parfaitement immobile, reprenant la technique qu'elle avait utilisée lors de leur première rencontre. « Je suis là, mon brave », dit-elle d'une voix calme et mesurée. « Je ne m'approcherai pas plus que tu ne le permets. » Tempête Noire pivota brusquement dans sa direction, hennissant un avertissement qui résonna dans le silence de la forêt. Ses yeux, reflétant la lumière lunaire, brillaient d'une peur sauvage que Marguerite n'avait pas vue depuis leurs premiers jours ensemble. « Je comprends », continua-t-elle doucement. « Quelqu'un a trahi ta confiance. Encore une fois. » La pluie s'intensifiait, transformant le sol en une surface boueuse et glissante. Marguerite, trempée jusqu'aux os, resta immobile, acceptant ce désagrément comme partie intégrante de sa vigile. Elle commença à chanter à voix basse. Non pas les mélodies romanies qu'elle utilisait habituellement, mais la chanson bretonne que le capitaine Leblanc lui avait apprise, celle que le lieutenant Moreau chantait à Tempête Noire pendant les bombardements. Les heures s'écoulèrent avec une lenteur presque douloureuse. La position de la lune changeait imperceptiblement dans le ciel,
traversant occasionnellement des bancs de nuages qui plongeaient momentanément la clairière dans une obscurité totale. Pendant ces moments, Marguerite continuait de chanter, offrant un ancrage sonore dans les ténèbres. Progressivement, presque imperceptiblement, Tempête Noire commença à modifier sa posture. Sa tête s'abaissa légèrement. Ses oreilles ne pivotaient plus aussi frénétiquement. Il fit un pas dans sa direction, puis s'arrêta, comme partagé entre méfiance et besoin de réconfort. Ce ballet de confiance et de recul se poursuivit pendant près d'1 heure, l'animal s'approchant de quelques pas avant de battre en retraite, chaque fois réduisant légèrement la distance entre eux. Lorsqu'il fut à environ 5 mètres d'elle, Marguerite remarqua plus clairement sa blessure. Une entaille profonde barrait son poitrail, probablement causée par une branche brisée ou une clôture franchie dans la panique. Du sang avait séché autour de la plaie, formant des traînées sombres sur sa robe noire. « Tu es blessé », murmura-t-elle, résistant à l'impulsion de se lever pour l'examiner. « Laisse-moi t'aider. » Comme s'il comprenait ses paroles, Tempête Noire fit un nouveau pas vers elle, puis s'immobilisa, tremblant légèrement. La pluie avait diminué, se transformant en une bruine fine qui enveloppait la clairière d'un voile argenté. Après ce qui sembla une éternité, l'étalon s'approcha suffisamment pour que Marguerite puisse sentir son souffle chaud. Elle leva lentement la main, paume ouverte, dans un geste d'invitation sans exigence. Tempête Noire renifla ses doigts, ses naseaux frémissant d'inquiétude. « Je sais que tu as peur, » chuchota-t-elle. « Mais je ne t'abandonnerai pas. » Dans un mouvement d'une confiance bouleversante, l'animal baissa sa tête massive jusqu'à ce qu'elle puisse toucher son front. Marguerite sentit des larmes de soulagement se mêler à la pluie sur ses joues. Avec des gestes d'une infinie douceur, elle commença à examiner la blessure. « C'est profond, mais net, » constata-t-elle, sentant la chaleur inquiétante qui irradiait autour de la plaie. Il faut nettoyer cela avant que l'infection ne s'installe. Sans hésiter, elle retira sa chemise, ne gardant que son débardeur trempé. Déchirant le tissu en longues bandes, elle utilisa la partie la plus propre pour tamponner délicatement la blessure, parlant continuellement pour maintenir Tempête Noire calme. Ma grand-mère disait que la peau d'un cheval est comme une carte de sa vie, racontait-elle tout en travaillant. Chaque cicatrice raconte une histoire de survie. L'animal tressaillait occasionnellement lorsqu'elle touchait un point particulièrement sensible, mais restait étonnamment immobile, comme s'il comprenait qu'elle tentait de le soigner. Marguerite improvisa un bandage de fortune avec le reste du tissu, attachant fermement mais doucement les bandes autour du poitrail, pour maintenir la plaie propre. Une fois les premiers soins terminés, elle réalisa pleinement l'heure avancée. La nuit était déjà bien entamée, et la forêt devenue un labyrinthe d'ombres impénétrables. Tenter de ramener un cheval blessé à travers ce terrain accidenté, dans l'obscurité, serait risquer d'aggraver sa condition. « Nous allons devoir passer la nuit ici, mon ami », décida-t-elle, frissonnant dans ses vêtements trempés. « Demain, à la lumière du jour, nous retrouverons notre chemin. » Tempête Noire semblait avoir atteint les limites de ses forces. Avec une prudence évidente, il fléchit les genoux et s'allongea lentement dans l'herbe humide. Ce geste de vulnérabilité, un cheval couché est un cheval vulnérable, témoignait plus que tout autre de la confiance qu'il plaçait désormais en elle. Marguerite s'approcha avec précaution et s'assit près de lui, appuyant doucement son dos contre son flanc puissant. La chaleur de l'animal contrastait avec le froid de la nuit, créant un îlot de réconfort dans la clairière désolée. « Vois-tu » murmura-t-elle, sentant le rythme régulier de sa respiration. « Nous nous sauvons mutuellement, encore une fois. » Les heures passèrent, ponctuées par le bruissement des feuilles et les ululements lointains des chouettes. Marguerite lutta contre le sommeil aussi longtemps qu'elle le put, veillant sur l'animal blessé, mais la fatigue accumulée finit par l'emporter. Elle s'endormit contre le flanc de Tempête Noire, une main posée légèrement sur son encolure, leur respiration se synchronisant dans le silence de la forêt. À l'aube, les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers la canopée, baignant la clairière d'une lumière dorée. Marguerite s'éveilla au son de voix distantes, appelant son nom. Les équipes de recherche avaient repris leur battue aux premières lueurs. Tempête Noire était déjà éveillé, mais n'avait pas bougé, comme s'il avait délibérément choisi de ne pas perturber son sommeil.
Il tourna sa noble tête vers elle, ses yeux reflétant une lucidité nouvelle, comme si la nuit passée ensemble avait chassé une partie des ombres qui hantaient son regard. « Nous sommes là !» cria-t-elle en direction des voix, sa propre voix enrouée après une nuit passée dans l'humidité. Bientôt, les premiers chercheurs apparurent à la lisière de la clairière, s'arrêtant net devant le tableau qui s'offrait à eux. Marguerite, les vêtements souillés de boue et de sang, adossée contre Tempête Noire qui, malgré sa blessure, se tenait maintenant debout comme pour la protéger des nouveaux arrivants. Jean-Pierre fut le premier à s'avancer lentement. « Dieu merci, vous êtes vivants tous les deux. » Le vétérinaire du Haras, qui faisait partie du groupe, s'approcha avec précaution, sa trousse médicale à la main. « Comment va-t-il? Puis-je l'examiner ?»« Doucement, » conseilla Marguerite. « Il vous laissera faire, mais sans mouvement brusque. » Avec stupéfaction, les chercheurs observèrent comment Tempête Noire, habituellement si méfiant envers les étrangers, permettait au vétérinaire de s'approcher sous le regard attentif de Marguerite. « La plaie est profonde mais nette », confirma le vétérinaire après examen. « Votre bandage de fortune a probablement évité une infection grave. En toute ma carrière, je n'ai jamais vu un cheval traumatisé protéger un humain de cette façon. » Madame Beaumont, qui venait d'arriver avec une couverture chaude qu'elle drapa autour des épaules de Marguerite, observait la scène avec émotion. « Ce n'est plus seulement une méthode que vous avez développée, » dit-elle doucement. « C'est un lien qui défie toute explication conventionnelle. » Tandis que le vétérinaire nettoyait et traitait la blessure de Tempête Noire et que Madame Beaumont enveloppait Marguerite dans des couvertures chaudes, un policier s'approcha discrètement de Jean-Pierre. « Nous avons trouvé des preuves dans le box, des empreintes digitales sur l'équipement militaire laissé pour effrayer l'animal. Vous ne croirez jamais à qui elles appartiennent. » Nous avons trouvé des preuves dans le box, des empreintes digitales sur l'équipement militaire laissé pour effrayer l'animal. Vous ne croirez jamais à qui elles appartiennent. Jean-Pierre fronça les sourcils, percevant immédiatement la gravité dans la voix du policier. Ils s'écartèrent légèrement du groupe principal pendant que le vétérinaire continuait de soigner Tempête Noire sous le regard attentif de Marguerite. « À qui appartiennent-elles » demanda le vieil homme, sa voix à peine audible. « Étienne Mercier, le jeune palefrenier récemment embauché au Haras, » répondit le policier en consultant ses notes. « Mais ce n'est pas tout. Nous avons trouvé plusieurs appels téléphoniques entre lui et la résidence du comte de Montmorency dans les jours précédant l'incident. » Jean-Pierre hocha lentement la tête, un mélange de colère et de tristesse assombrissant son regard. « Je me doutais qu'il y avait un lien. Le comte n'a jamais accepté d'avoir été ridiculisé aux enchères. » L'enquête progressa rapidement. Confronté aux preuves accablantes, Étienne s'effondra en moins d'1 heure d'interrogatoire. Sa confession, enregistrée au commissariat de Chantilly, confirmait les pires soupçons. Le comte avait orchestré non seulement l'incident du box, mais toute la campagne de dénigrement contre Marguerite et sa méthode. « Il m'a dit que c'était juste pour effrayer le cheval », sanglota le jeune homme devant les enquêteurs. « Pour prouver que la méthode Dufresne n'était qu'une supercherie. Je ne pensais pas que l'animal se blesserait ou que quiconque serait en danger. » En moins de 24 heures, l'affaire explosa dans les médias régionaux, puis nationaux. La une du Parisien s'ornait d'un titre incendiaire. Aristocrate accusé de saboter un projet de réhabilitation équine. L'article détaillait comment le comte avait recruté le docteur Pascal pour discréditer scientifiquement la méthode de Marguerite et utiliser ses connexions pour déclencher les inspections sanitaires au campement Romani. Une nuée de journalistes s'installa rapidement devant les grilles du Haras Beaumont, avide de capturer des images de la gitane miraculeuse et de son cheval sauvé des griffes d'un complot aristocratique. Un récit qui résonnait parfaitement avec les tensions sociales contemporaines. 3 jours après le sauvetage de Tempête Noire, Madame Beaumont convoqua une réunion urgente dans la bibliothèque du Haras. Outre Marguerite, visiblement épuisée mais déterminée, se trouvaient Jean-Pierre, Louis Mercier et Maître Dubois, l'avocat de la propriétaire. « Nous avons suffisamment de preuves pour entamer des poursuites », expliqua l'avocat en dépliant plusieurs documents sur la table en acajou. Cruauté envers les animaux, mise en danger d'autrui, diffamation. Le comte risque non seulement une condamnation pénale, mais aussi un scandale qui détruirait définitivement sa réputation. Louis Mercier hocha vigoureusement la tête. Le montage préliminaire de mon documentaire inclut déjà les séquences de la nuit de la disparition de Tempête Noire. Avec cette nouvelle tournure, l'histoire devient encore plus puissante.
Marguerite, qui était restée silencieuse, contemplant les documents juridiques devant elle, prit enfin la parole. « Et si nous choisissions une autre voie ?» Tous les regards se tournèrent vers elle, surpris. « Quelle autre voie pourrait-il y avoir ?» demanda Maître Dubois, perplexe. « Les preuves sont accablantes. La justice doit suivre son cours. » « La justice et la vengeance sont deux choses différentes, » répondit doucement Marguerite. « Regardez ce qui est arrivé à Tempête Noire quand il a été forcé de revivre son traumatisme. Est-ce vraiment ce que nous voulons? Perpétuer un cycle de souffrance et d'humiliation ?» Un silence pensif s'installa dans la pièce. Jean-Pierre observait sa protégée avec une fierté à peine dissimulée. « Que proposez-vous alors ?» demanda finalement Madame Beaumont, intriguée par cette tournure inattendue. « Une transformation plutôt qu'une destruction, » expliqua Marguerite. « Le comte possède des ressources considérables et des connexions dans le monde équestre. Au lieu de l'écraser sous un procès, demandons-lui de financer une fondation dédiée au traitement des chevaux traumatisés, particulièrement ceux ayant servi militairement. » La proposition était si inattendue que même l'avocat resta momentanément sans voix. Ce fut Louis qui rompit le silence, un sourire s'élargissant sur son visage. « C'est brillant. Une rédemption publique plutôt qu'une chute spectaculaire. Cela servirait bien mieux votre cause que n'importe quelle victoire judiciaire. » La première réaction du comte, transmise par son avocat, fut prévisible, fureur et indignation. « Cette gitane me fait chanter », aurait-il crié en recevant la proposition. « Non », aurait calmement répondu son conseiller juridique. « Elle vous offre une rédemption. » Une semaine plus tard, dans une atmosphère tendue, la première rencontre formelle eut lieu dans un cabinet d'avocats neutre à Paris. Le comte, visiblement mal à l'aise mais impeccablement vêtu, évitait soigneusement le regard de Marguerite. Les termes de l'accord étaient clairs. En échange de l'abandon des poursuites, Philippe de Montmorency financerait intégralement la création d'une fondation portant le nom d'Esmeralda Dufresne, dédiée à la réhabilitation des chevaux traumatisés. Marguerite en serait la directrice technique, libre de développer et d'enseigner sa méthode sans interférence. Pendant que les avocats finalisaient les détails juridiques, le documentaire de Louis Mercier entrait dans sa phase finale de production. La pré-projection, organisée dans une petite salle parisienne pour quelques invités triés sur le volet, fut un moment émotionnellement intense pour Marguerite. Se voir à l'écran, partageant les moments intimes de sa connexion avec Tempête Noire, était une expérience étrangement déstabilisante. Elle se reconnaissait à peine dans cette jeune femme confiante qui parlait avec autorité de traumatisme équin et de guérison partagée. « Vous avez transformé une thérapie en art », lui confia un critique de cinéma influent après la projection. « Ce n'est plus seulement un documentaire sur les chevaux, c'est une méditation visuelle sur la guérison. » La scène centrale du film, qui arracha des larmes à l'Assemblée, montrait Marguerite dans la forêt nocturne, chantant doucement à Tempête Noire blessée, puis s'endormant contre son flanc. Deux êtres vulnérables se protégeant mutuellement dans l'adversité. Le jour de la projection publique approchait rapidement. L'événement, initialement prévu comme une simple première documentaire, avait évolué pour inclure l'annonce officielle de la création de la fondation Esmeralda Dufresne. Des personnalités du monde équestre, des représentants du ministère de l'Agriculture et même quelques figures militaires avaient confirmé leur présence. La surprise générale fut grande lorsque, la veille de l'événement, le comte de Montmorency annonça qu'il y assisterait personnellement. Cette décision, après des semaines de communication uniquement par avocats interposés, semblait marquer un tournant dans son attitude. Le grand soir venu, la salle de projection du cinéma Le Balzac, près des Champs-Élysées, affichait complet. Marguerite, vêtue d'une simple robe bleu nuit qui rappelait subtilement la couleur de la robe de Tempête Noire, se tenait nerveusement en retrait, observant l'arrivée des invités. Elle repéra immédiatement le comte qui entrait, seul et visiblement mal à l'aise sous les regards curieux. Contrairement à son habitude, il avait opté pour un costume sobre plutôt que pour l'élégance ostentatoire qu'il affectionnait habituellement, comme s'il cherchait à se faire oublier. Le documentaire fut accueilli par des applaudissements nourris et quelques larmes discrètes. À la fin de la projection, lorsque les lumières se rallumèrent, Louis Mercier invita Marguerite à le rejoindre sur la petite scène pour annoncer officiellement la création de la fondation. « Ce projet n'aurait pas été possible sans le soutien généreux de plusieurs personnes », déclara-t-elle,
sa voix légèrement tremblante face à cette assemblée prestigieuse. « Je tiens particulièrement à remercier Madame Beaumont pour sa confiance indéfectible. » Et elle hésita un instant. Puis, dans un geste qui surprit l'assistance, elle tendit la main vers le comte assis au 3e rang. « Et le comte Philippe de Montmorency, dont la contribution financière permettra à cette fondation d'aider des centaines de chevaux traumatisés dans les années à venir. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le comte, pris au dépourvu par cette reconnaissance publique qu'il ne méritait guère, se leva maladroitement pour saluer d'un hochement de tête crispé. Après la cérémonie, alors que les invités se dispersaient vers le cocktail organisé dans le foyer, Marguerite sentit une présence derrière elle. Le comte se tenait là, visiblement inconfortable mais déterminé. « Pourquoi n'avez-vous pas cherché à vous venger ?» demanda-t-il abruptement. « Ça aurait été votre droit. » Marguerite l'observa un moment, remarquant pour la première fois les signes de stress et de fatigue sur son visage, habituellement impassible. « Tempête Noire m'a enseigné que porter la haine est comme porter une pierre dans son cœur, » répondit-elle simplement. « À la fin, cela blesse davantage celui qui la porte. » Le comte la fixa longuement, comme s'il tentait de déchiffrer une énigme particulièrement complexe. Sans ajouter un mot, il s'inclina légèrement et s'éloigna, l'écho de cette sagesse inattendue semblant résonner dans son sillage. Tandis que le comte s'éloignait, visiblement ébranlé par cette sagesse inattendue, le téléphone de Madame Beaumont sonna avec une nouvelle extraordinaire. Le ministère de la Défense français sollicitait officiellement l'expertise de Marguerite pour établir un programme national de réhabilitation pour les chevaux vétérans de guerre, une opportunité qui transformerait sa méthode locale en une politique nationale. Tandis que le comte s'éloignait, visiblement ébranlé par cette sagesse inattendue, le téléphone de Madame Beaumont sonna avec une nouvelle extraordinaire. Le ministère de la Défense français sollicitait officiellement l'expertise de Marguerite pour établir un programme national de réhabilitation pour les chevaux vétérans de guerre, une opportunité qui transformerait sa méthode locale en une politique nationale. Un an s'était écoulé depuis cette soirée mémorable au cinéma Le Balzac. Le printemps baignait désormais les écuries Beaumont d'une lumière dorée, illuminant les préparatifs de ce qui s'annonçait comme l'événement équestre le plus atypique de la saison. Des ouvriers installaient une élégante tente blanche dans la grande cour pavée, tandis que des jardiniers disposaient soigneusement des arrangements floraux mêlant roses anciennes et fleurs sauvages. Un mariage symbolique entre le raffinement aristocratique et la liberté bohémienne. « Est-ce que la plaque est bien positionnée ?» demanda Marguerite à Jean-Pierre, qui supervisait l'installation d'un panneau de bronze à l'entrée principale. Le vieil homme recula de quelques pas, plissant les yeux pour mieux juger de l'effet. L'inscription « Fondation Esmeralda Dufresne pour la récupération des chevaux traumatisés » brillait sous le soleil printanier, les lettres profondément gravées dans le métal patiné. « Parfaite », confirma-t-il, son visage ridé s'illuminant d'un sourire. « Ta grand-mère serait tellement fière, petite. » Cette journée marquait l'inauguration officielle de la Fondation, un an après sa création. Ce qui avait commencé comme une idée née d'une confrontation s'était transformé en une institution respectée, attirant l'attention internationale. Les invitations avaient été envoyées dans tous les cercles équestres d'Europe, mais aussi, fait remarquable, dans les campements Romani de France, une inclusion délibérée qui brisait des siècles de ségrégation sociale. La foule qui commençait à se rassembler reflétait cette diversité sans précédent. Des aristocrates en tenue formelle, hommes en vestes cintrées et femmes en chapeaux élégants, côtoyaient des familles Romani aux vêtements colorés ornés de broderies traditionnelles. Des officiers militaires en uniforme discutaient avec des éleveurs de chevaux, tandis que des journalistes et des documentaristes circulaient parmi les groupes, captant cette confluence unique de mondes habituellement séparés. « C'est surréaliste », murmura Marguerite à sa tante Mathilde, qui rajustait nerveusement son foulard brodé. « Regarde, la baronne de Rothschild parle avec cousin Pavel comme s'ils se connaissaient depuis toujours. » Mathilde observa la scène avec un mélange de fierté et d'incrédulité. « Tu as créé un pont, ma fille, entre leur monde et le nôtre. » Au centre de cette célébration se trouvait, bien sûr, Tempête Noire. L'étalon, magnifiquement toiletté pour l'occasion, ne ressemblait plus en rien à l'animal traumatisé et dangereux d'autrefois. Sa robe noire luisait sous le soleil comme de l'anthracite poli, sa musculature puissante témoignant d'une santé retrouvée.
Seule une fine cicatrice blanche sur son poitrail rappelait la nuit dramatique dans la forêt. « Il est difficile d'imaginer que c'est le même animal », commenta un journaliste équestre à Madame Beaumont, observant l'étalon paisiblement installé dans un enclos spécialement aménagé où les visiteurs pouvaient l'observer sans l'approcher directement. « Ce n'est pas le même », répondit-elle avec un sourire énigmatique. Tout comme Marguerite n'est plus la même. Ils se sont transformés l'un l'autre. À 11 heures précises, Marguerite apparut, vêtue d'une tenue qui symbolisait parfaitement sa position de passeuse entre deux mondes. Une chemise blanche classique, associée à une jupe longue, au motif romani traditionnel, subtilement modernisé. Ses cheveux noirs étaient tressés avec des fils d'argent, rappelant discrètement le médaillon de sa grand-mère qu'elle portait toujours autour du cou. « Bienvenue à tous », commença-t-elle, sa voix claire portant sans effort à travers l'espace. « Aujourd'hui, nous célébrons non pas une victoire, mais une réconciliation, entre le passé et le présent, entre différentes cultures, et surtout, entre les êtres blessés et leur propre capacité de guérison. » Son discours, simple mais profondément touchant, raconta l'histoire de Tempête Noire comme métaphore d'une guérison plus large. Celle des divisions sociales, des préjugés, des traumatismes transmis de génération en génération. Puis, se tournant vers l'enclos, elle appela doucement l'étalon. Tempête Noire s'approcha immédiatement, franchissant la barrière symbolique qui le séparait de la foule. Sans licol ni longe, il suivit Marguerite jusqu'au centre de l'espace, impressionnant l'assemblée par sa présence majestueuse et sa confiance tranquille. « Ce que vous allez voir aujourd'hui, » expliqua-t-elle en caressant l'encolure du cheval, « n'est pas une démonstration de dressage ou de contrôle. C'est une conversation basée sur la confiance mutuelle. » Pendant l'heure qui suivit, Marguerite démontra les principes fondamentaux de sa méthode, guidant Tempête Noire à travers une série d'exercices qui, pour tout observateur, ressemblait davantage à une danse coordonnée qu'à un entraînement. Par des gestes presque imperceptibles, parfois un simple regard ou un léger mouvement de main, elle communiquait ses intentions à l'animal qui répondait avec une grâce fluide. Le moment le plus saisissant survint lorsque Jean-Pierre, suivant le programme établi, produisit soudainement un son métallique aigu, similaire à celui qui avait autrefois déclenché des crises de panique chez Tempête Noire. Au lieu de la réaction de terreur attendue, l'étalon se tourna simplement vers Marguerite, cherchant dans sa présence une confirmation que tout allait bien. « Nous n'avons pas éliminé la peur », expliqua-t-elle à l'audience visiblement émue. « Nous avons appris que la peur peut être affrontée ensemble. Il n'existe pas de remède magique contre le traumatisme, chez les humains comme chez les animaux. Il n'y a que le patient travail de reconstruction de la confiance, un jour après l'autre. » Parmi les spectateurs, un homme observait avec une expression complexe le comte de Montmorency. Après le scandale, sa réputation avait considérablement souffert malgré l'accord qui avait évité un procès public. Les rumeurs concernant ses méthodes d'entraînement sévères s'étaient rapidement propagées dans le cercle équestre français. Aujourd'hui, il assistait en silence au triomphe de la jeune femme qu'il avait autrefois méprisée, son visage révélant un mélange troublant de regret et d'admiration réticente. À la fin de la démonstration, quand les applaudissements résonnaient encore dans l'air printanier, Madame Beaumont prit le microphone pour une annonce spéciale. C'est avec un immense honneur que nous inaugurons aujourd'hui la Fondation Esmeralda Dufresne pour la récupération des chevaux traumatisés. Grâce à des donations généreuses et au soutien du ministère de l'Agriculture, nous pourrons étendre ce travail vital à travers tout le pays. La surprise sur le visage de Marguerite était authentique. Elle n'avait pas été informée au préalable de la fondation qui porterait le nom de sa grand-mère. Des larmes brillaient dans ses yeux, tandis qu'elle embrassait le cou de Tempête Noire, son compagnon et cofondateur involontaire de ce nouveau chapitre. Le capitaine Leblanc, venu spécialement pour l'occasion, s'avança alors, suivi par 4 vétérans en uniforme. « Nous représentons ici les camarades du lieutenant Moreau », annonça-t-il. « Et nous sommes venus rendre hommage à son fidèle compagnon et à celle qui a su le ramener parmi nous. » La garde d'honneur qu'ils formèrent autour de Tempête Noire, un geste habituellement réservé aux officiers tombés au combat, arracha des larmes à plus d'un spectateur. L'étalon, comme s'il comprenait la solennité du moment, se tint parfaitement immobile, sa posture évoquant celle d'un cheval de parade militaire. Plus tard,
après les formalités et les nombreuses interviews, Marguerite trouva un moment de calme dans les écuries. Ce fut là que le comte de Montmorency l'aborda, hésitant comme elle ne l'avait jamais vu. « Mademoiselle Dufresne, commença-t-il formellement, je viens vous offrir mes félicitations pour votre succès. » Marguerite attendit, sentant qu'il avait davantage à dire. « Et également, poursuivit-il avec une difficulté visible, mes sincères excuses. Je vous ai mal jugé, tout comme j'ai mal jugé le potentiel de ce remarquable animal. » Avant qu'elle ne puisse répondre, l'aristocrate continua. « J'ai d'autres chevaux, problématiques. Des animaux que je considérerais comme un privilège de confier à vos soins, si vous acceptez. » Cette demande, venant d'un homme qui représentait tout ce que sa communauté avait appris à craindre, laissa Marguerite momentanément sans voix. Tempête Noire, toujours sensible à ses émotions, s'approcha protectivement. « Les chevaux seront les bienvenus, » répondit-elle finalement. « Chacun mérite une seconde chance, n'est-ce pas ?» La signification plus large de ces paroles ne passa pas inaperçue pour le comte, qui acquiesça en silencieuse reconnaissance avant de se retirer. Lorsque tous les invités furent enfin partis, Marguerite sella Tempête Noire pour leur rituel favori, un galop au coucher du soleil à travers les vastes champs de Chantilly. Tandis qu'ils chevauchaient, cette fois non pour une démonstration, mais pour le pur plaisir de la liberté partagée, elle réfléchissait aux parcours extraordinaires qui les avaient menés jusqu'ici. D'une jeune femme marginalisée et d'un cheval considéré comme irrécupérable, il s'était transformé en symbole d'une vérité intemporelle, que les blessures les plus profondes peuvent être guéries non par la force ou la domination, mais par le patient langage du respect mutuel. Au loin, les premières étoiles commençaient à ponctuer le ciel normand. Marguerite lâcha complètement les rênes, faisant entièrement confiance à l'animal qui galopait en parfaite harmonie avec ses mouvements. Dans la poche de sa veste, l'ancien médaillon de bronze de sa grand-mère, désormais le symbole officiel de la nouvelle fondation, semblait plus léger, comme si un cycle se complétait enfin. « Où allons-nous maintenant » murmura-t-elle contre la brise, une question adressée autant au cheval qu'à l'horizon ouvert devant eux. La réponse vint dans le rythme confiant des sabots de Tempête Noire. Où qu'ils aillent, ils iraient ensemble, deux esprits autrefois brisés, qui, en se trouvant l'un l'autre, avaient redécouvert ce que signifiait être véritablement libres.